Il est très important que vous fassiez attention à votre tenue, à votre sourire et progressivement vous irez en scène. Un palace comme celui-ci, c'est un théâtre. Et nous sommes en scène et nous jouons. Entre les Champs-Élysées et les Tuileries, face à l'Assemblée nationale, la place de la Concorde a vécu tous les grands moments de l'histoire de France. Et pour y assister, aux premières loges, un témoin privilégié, l'hôtel de Crillon, le premier grand palace de l'histoire de Paris. Depuis un siècle, cette porte à tambour voit passer les plus grands de ce monde. Présidents, princes ou stars s'y succèdent. Car le premier point fort du palace, c'est son accueil. Un accueil exclusif, sur mesure. Et ça, c'est le métier de Carla Zen. On va retrouver Edmé d'abord. Ce matin, cette jeune femme doit superviser l'arrivée d'une cliente. Et comme toujours, Carla sait que tout doit être parfait. À quelle heure arrive la cliente, là ? La cliente arrive à 11h20, je pense. Elle atterrit à 10h50, elle arrive en jet privé. Ah oui, donc il faut aller vite. Voilà, Quoi. donc il faut aller très vite. Chaque arrivée est une course contre la montre. Et dans cette épreuve, Carla dispose d'une alliée de taille, Edmé, la gouvernante générale. Une sorte de super inspecteur, responsable de l'entretien de toutes les suites, de toutes les chambres. Aucun détail ne doit échapper à son regard. Le 5e et dernier étage du palace, ici il n'y a que des suites comme celle-ci, la plus prestigieuse, la Leonard Bernstein. Le compositeur y a vécu plusieurs années. Témoin de son séjour, quelques photos et surtout son piano. Avec ses 250 mètres carrés, 2 salles de bain, un sauna, un jacuzzi, c'est un vrai casse-tête. Edmé ne dispose que de 20 minutes pour tout vérifier. Des produits d'accueil. Tout ce qui est poussière, vous regardez aussi tout ce qui est propreté, vous regardez aussi si le client n'a pas utilisé le savon auparavant. Et surtout, la propreté de ce clapet. Il y a toujours des cheveux. Par exemple, au niveau du... On a déjà eu ce type-là, c'est que la cliente a déposé, enfin par inadvertance bien sûr, un bijou, une petite bague qui est restée. Et on a retrouvé ça. Donc c'est pour ça, d'où l'importance d'enlever tous les clapets et de regarder partout. Vous avez les derniers yeux avant l'arrivée du client. Tout à fait. C'est ce que... Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'arrivée du champagne, Edmé est attentive aux moindres détails. Cette fois-ci, Une fois qu'on a préparé la suite, bon, il y a toujours des personnes qui ne font pas attention, les franges du tapis vont dans tous les sens. Donc notre gouvernant le fait parce qu'il faut que les franges soient très bien mises. Ça, c'est sur la table basse, vous allez mettre juste le champagne. Champagne et puis il y a des petits fours. Mais le luxe du luxe, la raison pour laquelle la cliente d'aujourd'hui a réservé la suite Bernstein, c'est pour sa terrasse et bien sûr, sa vue exceptionnelle. Je crois qu'elle a prévu de dîner sur la terrasse, il fait beau, mais bon, tout dépendra du temps qu'il fera. Dominant tout Paris, 100 mètres carrés de terrasse ouvert sur l'une des plus belles places du monde. 6 étages plus bas, la cuisine, ouverte 24 heures sur 24. Ici, près de 70 cuisiniers travaillent sous l'œil de Jean-François Piège, le nouveau chef de cuisine, arrivé en février dernier. Sa mission, obtenir rapidement une 2e étoile, voire une 3e pour le restaurant de l'hôtel. Et pour ça, le chef applique une méthode, la rigueur. Tout doit correspondre point par point aux critères définis par le jeune chef. Il veut tout voir, tout savoir, rien ne doit lui échapper. À commencer par la liste des réservations, qu'à chaque service, il lit minutieusement. On a le directeur d'un grand hôtel voisin, on a un critique, puis on a un client habitué, on a un grand château bordelais qui vient faire un repas. Ils étaient 7 et maintenant ils sont 8, ils sont très gênés. Bon, bah ils seront un petit peu plus serrés, ils sont pas gênés, ils seront serrés. Bien, tu fais gaffe, je m'entends. Particularité de cette cuisine, elle est partagée sur 2 étages et à chaque service, c'est le chef qui fait la navette. Combien de fois vous faites le trajet par service ? Ça dépend du monde et puis ça dépend comment ça se passe parce que des fois il y a besoin d'un raccord entre la cuisine d'en bas, donc c'est moi le trait d'union. Pour diriger ses cuisiniers, Jean-François va se placer à un coin stratégique. La sortie du pass, la frontière entre la cuisine et la salle. Grâce à 2 écrans de télévision, il surveille sa brigade.
Quand on est en haut, ça évite de perdre pied sur ce qui se passe d'en bas, quoi. Donc ça permet de suivre le service. Yann, les deux sols de la 21 ? Du chef. Et envoie un passe pour une commande. Oui. Alors, Poutine caviar amuse-bouche. Chef. On attend les 87, on attend le foie gras et la serge vin jaune. Le chef donne le tempo, pas un plat ne sort des cuisines sans son accord. La brigade exécute, lui met son empreinte. Je fais ce qu'il y a à faire. J'ai pas de rôle défini. Moi, je suis là pour faire ce qu'il y a à faire, pour organiser. Donc, si je suis en bas, quand il faut dresser, il faut dresser. S'il faut aller cuire, l'autre jour, on a eu un problème avec un pigeon. C'est moi qui ai pris le poste parce qu'à un moment, il fallait que je le prenne. S'il faut que je fasse rien, je fais rien, c'est tout. J'ai pas de rôle défini. Moi, mon rôle, c'est que ça marche. Le reste, j'en ai pas besoin. Observez. Il faut contrôler. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est pas du hasard. Entrez la table 14. Et venez donner un coup de main là, s'il vous plaît. Là. S'il vous plaît, là. Allez. Une fois le rythme donné en cuisine, le chef quitte le passe pour la salle. Là encore, il veut tout voir, tout savoir. Et pour surveiller la réaction de ses clients dans la salle, Jean-François Piège y a créé un poste d'observation. Pour voir sans être vu, il a tout simplement fait installer ce paravent. Vous regardez qui est dans la salle. Ouais. Puis on regarde l'attitude, on regarde ce qu'ils font, si ils sont attentionnés quand il y a un manque, parce que dans un restaurant, ici, tout doit couler. Donc on ne doit pas avoir un client faire tac. On a quelqu'un qu'on connaît, qui est un fidèle du Plaza, qui revient ici pour la première fois. Donc on est attentionné à lui faire goûter plus de choses pour lui montrer qu'on a une évolution, qu'on a fait des choses différentes. Regardez, on lui fait goûter ça, on lui fait goûter une petite araignée de mer, je vais émulsionner. Ça, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est ça, hein, 17. Cette année, le Crillon vit donc sa révolution. Alors, la question que j'avais... Changement de chef en cuisine, mais surtout arrivée d'une nouvelle directrice à la tête de l'hôtel. On a 2 grands canapés. Franca Holtmann, la première femme à occuper un tel poste dans un palace parisien. Elle aussi a une mission pour les 2 ans à venir. Changer l'image du palace, redonner un second souffle à l'hôtel. Attirer de nouveaux clients tout en conservant les anciens. Bref, innover sans choquer. Dans les prochains mois, ce salon d'hiver va être entièrement transformé. On souhaite des meubles un peu plus modernes et surtout plus confortables. Je veux dire, la pièce sera beaucoup plus éclairée. Ça va aussi, Franca, les tentures. Oui, c'est la première chose qu'on fait. Oui. Non, parce que c'est exactement cette couleur et ces teintures qui donnent cette impression de lieu austère, un peu froid. Oui, moi je pense qu'il faut égayer, ça c'est clair. On ne peut pas rester là avec une décoration qui date il y a 20 ans. Quand on rentre, il n'y a pas, c'est pas animé, c'est pas gai, c'est aujourd'hui un lieu qui a une base magnifique, je veux dire, même au niveau des hauteurs de plafond, etc. Et puis les lustres, regardez, c'est les lustres avec les pampilles mauves. Donc une fois qu'on les aura restaurés, c'est un lieu qui, au contraire, sera éclatant. Monaco, le symbole du luxe en Europe. Rien à voir avec sa voisine, la Côte d'Azur, pas de camping, pas de résidence hôtelière, mais des palaces et des casinos. Ici, le tourisme est élitiste, et ce tourisme de luxe, Monaco en a même fait l'une de ses toutes premières industries. À 52 ans, Bernard Lambert dirige l'une des plus importantes sociétés monégasques dédiées au tourisme. Arrivé il y a 2 ans, il a été nommé par le prince. Sa mission, augmenter les capacités d'accueil des palaces de Monaco. Bonjour Axel. Ce matin, nouvelle réunion de chantier avec 2 architectes. Monsieur, bonjour. Bon, messieurs, je voudrais que... Les travaux sont gigantesques, alors pour mieux les superviser, on a fait tout spécialement fabriquer cette énorme maquette où figurent tous les chantiers en cours. On s'est engagé sur 8 chantiers, y compris ceux qui sont en dehors de cette maquette. Mais entre celui-ci il y a 2 ans, celui-ci qui est en cours, celui-ci qui est en cours, ceux qui viennent... 2 ans de travaux pour rénover 2 palaces, une salle de restaurant, construire un hôtel, en surélever un autre de 2 nouveaux étages, mais aussi créer une plage et de nouvelles boutiques. Le luxe que nous avons déployé depuis un siècle avait besoin... et a toujours besoin d'être rafraîchi, tant la société que nos clients évolue et change. Le premier chantier, c'est ici, au cœur de Monaco, face au Casino, un lieu stratégique, l'Hôtel de Paris. Un palace mythique. Depuis décembre dernier, il est en rénovation. Vous avez les échantillons? Oui, on y va. Jetez un coup d'œil pour voir où on en est. Et ce qui intéresse Bernard Lambert ce matin est situé à droite du hall d'entrée, une gigantesque pièce normalement dédiée au banquet.
C'est la salle Empire, en travaux depuis 4 mois. On avait les plafonds qui commençaient à s'affaisser. Donc là, on a refait tous les plafonds, on a refait toutes les dorures. Et on a éclairci la couleur des plafonds. Voilà, on les a éclaircis. Ça s'est éclairci. Un peu de lustre. Bon, la moquette disparaît, bien évidemment. Alors, cette moquette, il y a une nouvelle moquette qui est dessinée spécialement pour la salle Empire. C'est-à-dire qu'on a repris le plafond, le dessin du plafond, qu'on a remis au sol. Mais le chantier important est situé à 3 mètres du sol, en haut de cet échafaudage. Là, une équipe de 8 personnes travaille à la rénovation des 600 mètres carrés de plafond. Ils ont poncé, gratté, repeint à l'identique avant de coucher une mince pellicule d'or sur les ornements des plafonds. C'est quoi le secret du coup de main? Le calme. Le calme, oui. Parce que la feuille est très légère, donc elle ressent combien une feuille? Quelques microns. Vous pensez que la personne qui mange, elle va lever la tête et elle va regarder? Elle aura un ensemble, elle aura une ambiance d'ensemble qui est importante quand même si justement elle ne verra pas les détails, elle aura une vision. Chaque mètre carré de plafond rénové nécessite en moyenne près de 150 feuilles d'or. Tout l'or va être lissé avec un rondin, c'est un pinceau. On va faire tomber tout le surplus d'or et ça va le lisser, ça va lui donner cet aspect brossé un peu comme ça. En moins de 3 mois, l'équipe de spécialistes a déjà appliqué près d'1 kilo d'or, l'équivalent d'un lingot. La fin du chantier est prévue dans un peu plus d'1 mois et malgré les travaux, les nuisances, pas question de fermer le palace. Car l'hôtel de Paris est la vitrine du tourisme de luxe à Monaco. Bonjour mademoiselle. Mademoiselle. Ce matin, une vingtaine d'étudiants d'une école hôtelière est venue la découvrir. Bien, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à l'hôtel de Paris. Je suis Pierre Bord, le directeur adjoint de l'hôtel. Alors déjà, vous venez de passer par une porte tournante. Tout autre hôtel a un mécanisme électrique ou électronique, mais Hôtel de Paris oblige, nous avons un huissier de hall qui est chargé de tourner la porte et bien sûr d'accueillir tous nos hôtes. Et la visite débute toujours par l'incontournable statue équestre de Louis XIV, le symbole de l'hôtel. La plupart des habitués de l'hôtel de Paris, en entrant, empoignent le genou et passent par ici. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une tradition et cela porte bonheur. Les joueurs du casino, eux, en sortant, l'empoignent par là aussi. Après l'anecdote, Pierre Bord le sait, pour captiver un auditoire, il faut ensuite se diriger vers le Louis XV, le restaurant le plus prestigieux de Monaco, une table 3 étoiles. Je vous en prie. Mais là, pas question de regarder uniquement dans les assiettes, il faut au contraire lever la tête pour un voyage dans l'histoire de France. Cette fois, la visite est commentée par Michel Lang, le directeur de la salle. On est donc dans le salon Louis XV qui, à l'origine, était un salon qui permettait aux gens de prendre un petit verre, de prendre un thé l'après-midi. Tous les résidents de l'hôtel entraient par cette même porte, qui est toujours la porte d'entrée du Louis XV, et ressortaient par une porte qui a été condamnée ici pour aller déjeuner ou dîner dans le restaurant de la salle Empire, qui était à l'origine le seul restaurant de l'hôtel de Paris. Tout ceci a été inspiré un petit peu de l'époque de Louis XV, donc toute la décoration un petit peu riche en ornements, toutes ces dorures sont inspirées de ces époques-là. Et les petites figurines que vous apercevez tout autour de la salle représentent différents personnages liés à l'histoire de Louis XV. Vous avez son épouse, donc Maria Ledzinska. Vous avez ses 2 maîtresses favorites, Madame de Pompadour et la comtesse du Barry, un petit peu plus loin. La leçon d'histoire est terminée. Retour maintenant dans le hall de l'hôtel, avec la pièce maîtresse de l'organisation d'un palace, sa conciergerie. C'est un office du tourisme, c'est un bureau de renseignement. Vous arrivez ici, vous posez votre question, on vous dit « très bien, je m'en occupe ». Voilà. Mais il y a les choses les plus fabuleuses. On va vous trouver un avion privé dans l'heure qui va vous emmener à Saint-Pétersbourg ou Dieu sait où. 4e étape, une suite située dans l'aile gauche de l'hôtel. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'elle est comme la plupart de nos suites. On est face à la mer. On l'a compris, la clientèle de ce palace est internationale et surtout exigeante. Peu importe le prix, elle veut les plus belles suites, les plus belles vues et surtout un service capable de répondre à tous ses caprices. Nous attendions une chanteuse américaine,
très très connue, très très star. Elle a beaucoup insisté pour avoir la suite Churchill avec un angle de 180 degrés avec vue sur mer. Nous étions ravis de lui donner, ça a été très compliqué. Et finalement, 24 heures avant son arrivée, sa secrétaire nous dit « La suite doit être entièrement occultée ». Elle a vécu 3 jours dans le noir. Autre caprice, ceux des joueurs du casino. Nous sommes voisins d'un casino. Et cette clientèle a des demandes parfois très, très particulières. Par exemple, nous devons faire attention aux couleurs. Certains joueurs détestent le violet. Certains joueurs font des, comment dit-on, de la numérologie. Donc, il y a des numéros qu'on ne peut pas leur donner. Nous savons que lorsque monsieur Untel vient, il voudra un bol de gros sel sous son lit et un bol de gros sel sous le bureau parce que cela lui amène je ne sais pas quel artifice. Donc, nous avons tout ça. Si ces étudiants veulent travailler un jour dans un palace comme celui-ci, ils devront alors se plier à certaines règles. En ce qui concerne notre personnel, les cheveux gominés ou gelés, c'est absolument interdit. Le port de la gourmette ou de chevalière est interdit. On est absolument neutre. On va même jusqu'à demander au personnel en contact avec la clientèle, j'entends bien, de porter des chaussures à lacets. Cette tenue irait ou pas? Non. Bien entendu, le nœud de cravate n'est pas serré et il porte des chaussures qui sont tout à fait à la mode et le gel dans les cheveux. Chaque employé, vous voyez, y compris moi, j'ai une toute petite Bible en poche avec les recommandations que nous avons faites au sein de la société. Par exemple, on est très très clair en matière d'hygiène corporelle, bien rasé pour les hommes, maquillage léger pour les femmes, mains et ongles entretenus et propres, et utilisation d'un déodorant discret. N'oubliez jamais, de toute façon, qu'un palace comme celui-ci, c'est un théâtre. Et nous sommes en scène, et nous jouons. Et à partir du moment où nous quittons la scène, nous pouvons nous relâcher, on laisse ressortir ses sentiments, mais dès qu'on est en scène, eh bien, on est complètement différent. Pour les étudiants, la visite de l'hôtel est terminée, mais au dernier étage, Bernard Lambert, lui, poursuit la sienne. Cette façade est classée, elle fait partie du patrimoine historique. On a refait un certain nombre de ces angelots et de ces moulures qui sont là, puis la peinture qui est en train d'être terminée sur toute cette façade-là. Donc là, maintenant, nous avons vraiment une partie de ce bâtiment qui est le bâtiment original, qui est vraiment refait à l'identique et qui est avec toutes les normes de sécurité, d'hygiène et de contrôle de 2004. Voilà pour la sauvegarde du patrimoine, mais ce qui intéresse réellement Bernard Lambert se trouve derrière cette façade. 36 nouvelles suites et chambres en chantier depuis maintenant 5 mois. On va sur la salle de bain. La mosaïque est terminée. La mosaïque est terminée, ouais. Voilà. Parfait. Il reste les nettoyages à faire. On est bien d'accord que tout ça, c'est plus des plastiques. J'estime que dans un palace tel que l'hôtel de Paris, ou ce que nous faisons nous ici à Monaco, ne supporte pas de plastique dans les salles de bain. Il faut qu'à l'œil du client, il puisse ou elle puisse savoir que vraiment tout a été pensé, parce que nous avons des clients très sophistiqués, que tout a été pensé et que tout a été fait en conformité avec l'esprit. La clientèle de Palace évolue. Une clientèle plus jeune, qui gagne de l'argent plus vite, beaucoup d'argent beaucoup plus vite, et qui recherche justement cette qualité de palace européen, mais qui recherche quand même le confort actuel et contemporain, non seulement dans le design des meubles, dans les couleurs, dans les choses, et dans la technologie, bien évidemment, qui va avec. Ça veut dire qu'ici, dans moins d'un mois, des clients vont dormir? Dans moins d'un mois, un couple dormira dans cette chambre. Voilà. Ça, c'est le pari. C'est le pari, et il sera là. Nous sommes en plein désert, à la frontière libyenne, à 800 km du Caire. Photographe, Herbert Titma est une star dans le petit monde des livres de voyage. Il passe son temps à sillonner la planète en quête des plus beaux hôtels. Pour ce séjour en Égypte, il est accompagné de Daniel, sa femme. Première étape, une perle rare nichée au milieu du désert. Mais avant de l'atteindre, le chauffeur leur a réservé une surprise. Je vais monter sur la dune pour vous montrer que même dans le désert, on peut nager. On pourra s'arrêter prendre une photo? Oui. En haut d'une dune, un spectacle insolite, un lac salé en plein milieu du désert. C'est le mirage.
C'est déjà un premier bon point pour l'hôtel, parce que pendant la journée, vous n'allez pas rester enfermé dans votre chambre. Pour moi, l'environnement immédiat d'un hôtel, c'est très important. « 20 minutes plus tard, arrivé à Siwa. Isolé, adossé à une montagne de calcaire blanc, le palace apparaît comme posé au milieu du désert. 8 bâtiments répartis sur 170 hectares. Herbert Titma travaille toujours à la lumière du jour. Comme à chaque fois qu'il découvre un lieu, il y pose son regard avant même d'y poser ses valises. On a un sentiment incroyable de bien-être. On se réveille et on se dit qu'on est dans un endroit très privilégié. C'est comme dans un rêve, mais c'est la réalité. Je ne crois pas qu'on ait ce genre de sensation dans un grand hôtel traditionnel. On se demande plutôt comment je vais m'habiller pour aller prendre le petit déjeuner ou à quoi peut bien ressembler le buffet. Dans les hôtels comme celui-ci, on n'a pas les attentes standards. On ne se dit pas, par exemple, oh ben, j'ai mis 5 minutes à obtenir mes œufs. On ne pense pas à ce genre de choses. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que les endroits les plus incroyables, comme celui-ci, sont impossibles à photographier. Tu peux prendre 1 million de photos et tu n'as toujours pas le sentiment de l'avoir apprivoisé. Pendant qu'Herbert essaye de traduire en images ses premières émotions, sa femme, Danielle, elle aussi est au travail. 230 oasis à Siwa. Elle est en entretien avec le propriétaire des lieux, Mounir Nehamatalla. Il y a 3 ans, cet homme a fait un pari fou. Alors que tous ses confrères investissent dans des complexes hôteliers près des grandes villes, lui décide de tout miser sur ce bout de désert. Et tout l'endroit a été... Une oasis où il va construire 34 chambres, 9 salles à manger et creuser aussi une piscine au-dessus de l'unique source d'eau. L'esprit du lieu, c'est le sel. On a, suivant le conseil d'un de nos ouvriers, fait des saules en sel. Et là-bas, ce sont des blocs de sel, donc. Ah oui, là-bas, ce sont des blocs de sel. Oui, c'est du pur sel et qui est nettoyé et poli, exactement. Ainsi, ouais, c'est un élément qui invite les beaux esprits et qui chasse les mauvaises. Tous les matériaux nécessaires à la construction de l'hôtel sont issus du désert. Oh, elle est magnifique cette pièce. Le béton, le plastique, l'acier sont proscrits. Ici, il n'y a que du sable, du sel et du bois. Ça, c'est un fossile qui se trouve en abondance. On l'appelle la monnaie des anges. Et c'est un fossile qui date de presque 20 millions d'années et qui vient de quelques falaises dans le désert à 120 km d'ici. Autre particularité du lieu, l'absence d'électricité et de téléphone. Mounir est allé jusqu'au bout de son pari. Il a créé le premier hôtel écologique de luxe d'Égypte. Et ça marche, le projet est rentable. On a 7 personnes, des fois on a personne, des fois on a un couple, et des fois on a une 60aine de personnes. C'est pas ça ce qui décide la rentabilité. Ce qui décide la rentabilité, c'est que l'investissement qu'on a fait n'a pas été dans des matériaux qu'on a importés ou la consommation d'énergie est quelque chose qui est très bien contrôlé. Notre staff, c'est un staff complètement local. Daniel, habitué à une autre forme de luxe, est déjà tombé sous le charme des lieux. Un homme qui balaye le sable. Oui, mais ça, c'est la communion avec la nature. Hein? Eh oui. Et alors, il balaye en fait les traces de pâte de la veille. Les traces de pâte, exactement. Oui. Extraordinaire. Le luxe ultime. Alors là... Le soleil baisse et Herbert, lui, a toujours l'œil rivé à son appareil. Ah, vous êtes deux, c'est encore mieux. Merci. C'est très important de mettre des personnes dans les photos pour donner la notion d'échelle. On ne peut pas comprendre l'immensité d'un endroit comme celui-ci sans rajouter un élément humain. De plus, comme il y a tellement de nuances de marron et de beige dans ce désert, le fait que les employés soient habillés en blanc, ça fait un beau contraste. Tout d'un coup, ça fait comme une étincelle, un diamant.
À 10 minutes de route de l'hôtel, l'un des nombreux sites archéologiques de cette partie du désert. Rien n'a vraiment changé. Cette route existait déjà 3 siècles avant Jésus-Christ. À l'époque, Alexandre le Grand vient de conquérir l'Égypte, mais cette victoire militaire ne lui suffit pas. Il veut prouver qu'il est un demi-dieu, comme les pharaons qui l'ont précédé. Il vient donc ici consulter l'oracle du dieu Amon, le dieu de tous les dieux. Abdelaziz, le gardien de la mémoire de Siwa, a une théorie très personnelle sur la visite d'Alexandre le Grand à l'oracle. Ce qui est certain, c'est qu'Alexandre le Grand s'est tenu ici. Ça, c'est une certitude. L'image d'Amon, le père de tous les dieux, se trouvait là, presque au milieu. Non, plutôt par là, dans l'axe de la lumière. Au niveau de la deuxième ouverture, comme ça. À l'époque, le prêtre qui était malin et qui savait manier la magie et l'illusion avec beaucoup de dextérité empruntait un passage secret très étroit à l'arrière du sanctuaire, là où personne ne pouvait le voir. De là, il montait sur le toit, qui à l'époque était couvert. Le prêtre s'installait alors dans une sorte de faux plafond, et c'est lui qui faisait la voix, les gestes et les réponses de l'oracle du dieu Amon à ses visiteurs. Alors c'est sûr qu'il a fait plaisir à Alexandre le Grand. Il lui a dit qu'il était le fils du dieu Amon, qu'il était un pharaon pour l'Égypte et qu'il fallait l'enterrer ici aux côtés de son père Amon. Et depuis ici, on cherche sa tombe partout. Retour à l'hôtel. Herbert est toujours au travail. Après les extérieurs, il se consacre cette fois à l'une des 9 salles à manger. Ici, ce que j'aime, c'est le contraste entre des choses très brutes, comme le sol en sel, ou ces chaises qui sont manifestement faites à la main, avec des détails beaucoup plus raffinés, comme le cristal, la porcelaine et l'argenterie. C'est parfait. Photographe à succès, Herbert a vendu près de 3 millions d'exemplaires de ses livres. Il sait que pour bien mettre en valeur un hôtel, il faut d'abord raconter une histoire. Je crois que je vais démarrer en racontant l'histoire d'Alexandre le Grand. Car peu importe le nombre de photos, tu ne peux pas comprendre cet endroit si tu ne connais pas son histoire. En fait, je crois que si un endroit comme celui-ci a eu suffisamment de pouvoir pour détourner Alexandre le Grand de sa route, il aura évidemment suffisamment de pouvoir pour faire venir n'importe qui. « 18h. Comme tous les soirs, c'est le même cérémonial. Cinq employés se glissent dans les allées du domaine pour y déposer 150 lampes à huile. Ensuite, ils iront allumer plus de 1000 bougies dans les 34 chambres aux murs de sel. C'est la seule source de lumière dont disposent le personnel et les voyageurs, comme au temps d'Alexandre. Et ce régime vaut pour tout le monde, même en cuisine. Le chef, formé dans un grand restaurant parisien, a dû apprendre à cuisiner dans la pénombre, mais aussi sans gaz. Ces 4 fours en argile sont chauffés uniquement au bois d'olivier. Santé, lovely to have you here. Thank you. Joy in life. Absolutely. I will A say wonderful pleasure. C'est cristal, argenterie. Et il y a à peu près une demi-heure, j'étais dans le désert au milieu des dunes. Baudelaire disait « Tout est calme, luxe et volupté ». Alors moi ici, je dois dire que c'est le clou. J'ai eu un fonctionnaire gouvernemental qui était venu pour décider combien d'étoiles on allait alloquer au lieu. Et j'étais assis, sans électricité, et je lui dis « Regarde le ciel ». Il a regardé le ciel, et je lui ai dit « Combien d'étoiles vous pouvez compter ?» Et il a souri, il est parti, et voilà. On est
avec toutes les étoiles du monde et sans étoiles. Nous quittons le désert égyptien pour l'Italie, à 20 minutes de route de Sienne, en Toscane. Un joyau de la Renaissance. Chaque année, en avril, ce palais se transforme en un palace 5 étoiles. Propriétaire des lieux, le marquis Giuseppe Ricci, accompagné de sa fille Elena, ce matin, à quelques jours de l'ouverture de la saison, il supervise l'installation de la climatisation dans les 35 chambres de son palace. Claudio, quand est-ce que tu auras fini avec la colonne? Dans 1 heure? Oui, 2 heures maxi. D'accord, quand tu auras fini, tu me feras signe. J'aurai besoin de toi pour une petite chose. Cette année, les travaux ont pris beaucoup de retard, rien ne marche comme prévu et les châtelains ont peur de ne pas être prêts pour l'ouverture. Et la malchance semble s'acharner sur eux. Les machines, elles sont arrivées il y a quelques jours et en les ouvrant, on s'est aperçu qu'elles faisaient 1 mètre de longueur, tandis que nous, on s'attendait à quelque chose de 60 cm. Donc voilà. Et l'air conditionné, ça fait partie des compromis qu'il faut faire avec... L'air conditionné, c'est obligé pour un hôtel 5 étoiles comme le nôtre. Et il peut faire vraiment très chaud ici. Donc, Transformer un château familial d'une centaine de pièces en un hôtel de luxe relève tout simplement du défi. Mais les Ricci en ont vu d'autres. Avec son pouce là. Depuis 15 ans, à chaque début de saison, c'est toujours la même course contre la montre. Bon là, on est dans la suite Marie-Antoinette. Et ben voilà, ça c'est l'état des choses après 6 mois de fermeture. Pendant la fermeture, on démonte toutes les chambres parce qu'il y a beaucoup de tapisseries, beaucoup de choses. On lave tout, etc. Donc il faut tout remonter. Et chaque année, c'est comme ça en fait. Jusqu'à la dernière minute, on n'est pas sûr d'y arriver. Pour les véritables aristocrates comme les Ricci, un château c'est d'abord une histoire qu'il faut perpétuer. Mais aujourd'hui, faire l'histoire ne suffit plus. Il faut aussi faire de l'argent, rentabiliser le palais familial. L'époque passée, les maisons étaient... Dans le passé, les maisons étaient abandonnées, pas entretenues, peu utilisées. C'était de grandes propriétés, mais il y avait peu d'argent. Alors moi, j'ai pensé qu'il valait mieux avoir moins de propriétés, mais un peu plus d'argent. Et bien sûr, tous les meubles des chambres sont issus du patrimoine familial. Ça, c'est la suite Maria Gabriella di Savoia et en fait, c'est la suite préférée par les couples qui sont en voyage de noces et qui... C'est considéré une des suites les plus romantiques. Elle a aussi une très belle vue sur la vallée. Et voilà, quoi, elle est vraiment... Il y a des gens qui viennent ici et qui veulent vraiment cette suite-là. Un jour, on a retrouvé la couronne qui est au-dessus du baldaquin. On l'a retrouvée sous le lit, cachée sous le lit. Probablement quelqu'un a essayé de se la mettre sur la tête. Les Ricci ont su en 15 ans transformer ce monument en un hôtel qui ne ressemble à aucun autre. Leur réussite tient sans doute dans cette passion que toute la famille éprouve pour l'endroit. Chacun met ses talents au service de la transformation du lieu. Virtuose du pinceau, la princesse Massimo, la mère d'Elena, s'est redonné une deuxième vie à une simple enseigne métallique. Mais nous, on n'est pas vraiment des hôteliers. Nous, on a des personnes qui ont une maison et qui est ouverte à qui veut venir. Au début, c'est vrai, on a un peu improvisé. C'était un peu difficile. Et petit à petit, on s'est pris au jeu. Et on s'est rendu compte que les gens adoraient venir ici et que ça leur procurait beaucoup d'émotions. Mais au début, c'était étrange pour vous qu'il y ait des gens qui viennent et qui payent. Oui, c'est vrai qu'au début, on était très intimidés de faire payer les clients. On n'était pas habitués, mais finalement, on s'y est fait. Pour répondre aux attentes de la clientèle d'un palace 5 étoiles, le clan Ricci a su faire des concessions à la modernité. D'abord en construisant une piscine il y a quelques années, et puis cet hiver, toujours au nom du confort des clients, en transformant la tour médiévale, la plus ancienne du palais, en un centre de remise en forme.
ici, on a fait la jacuzzi dans l'ancienne citerne médiévale. Il y avait une canalisation qui descendait de la montagne et qui amenait l'eau de la pluie dans la citerne. Et là, on l'a transformé en bain chaud. Et on a dû enlever tout le sol et on a creusé par-dessus et on a retrouvé l'ancien sol médiéval ici et la partie de la tour, de l'ancienne tour là. Et là, vous voyez les meurtrières pour tirer les flèches avec, comment on dit déjà, une arbalète. Pour diriger les 56 employés, une femme, Claudine Lechner, le bras droit du marquis. Adoptée par le clan Ricci, elle s'occupe des activités commerciales. Chaque année, c'est elle qui est en charge de la formation du nouveau personnel. D'abord, il faut commencer par s'arrêter ici et dire aux clients que vous êtes à leur disposition pour tout renseignement. Il faut leur indiquer la salle de restaurant, leur expliquer tous les services. Puis, parler de la villa papale, même si les clients dorment dans la partie des écuries. Alors là, il faut commencer par montrer aux clients le bâtiment principal, la villa papale. Elle était la propriété du pape Jules II. Vous savez, le pape de Michel-Ange, celui qui a aussi fait faire la chapelle Sixtine à Rome. Normalement, à ce stade-là déjà, les clients font « Oh !» Après, il faut leur dire que c'est la ville de Sienne qui a fait ce cadeau au pape en 1507. Cette tour-là fait partie de la forteresse initiale qui date du XIe siècle. À gauche, il y en a une autre. Et puis, tout ce qui se trouve entre les deux tours a été construit en 1507 en style Renaissance. Maintenant, je vais vous montrer comment remplir les fiches clients avec l'ordinateur et comment marche le téléphone. L'accueil est particulier parce que c'est une famille privée, donc c'est une maison de famille. Et puis c'est un musée vivant, un musée où on peut vivre l'histoire, on peut vivre le passé, on peut se sentir noble, on peut se sentir prince, pape, ce que vous voulez. Et donc il faut unir toutes ces choses. Les 56 employés vont eux aussi mettre la main à la pâte. Dans une semaine, tout doit être parfait pour l'arrivée des premiers clients. Il est 19h à l'hôtel de Crillon. Dans quelques minutes, le service commence. Dans la salle du restaurant, maître d'hôtel, sommelier et serveurs sont réunis pour la lecture de la carte du jour. Chaque plat est expliqué en détail à l'ensemble des serveurs. Tout cela sous la surveillance du jeune chef, Jean-François Piège. Tout doit correspondre point par point aux critères qu'il a définis. Chaque détail, chaque mot du menu compte. On va revenir peut-être sur les explications de carte. Alors, le caviar au cèdre, à la nage corsée et langoustine. Et le but du jeu, c'est de tremper la langoustine dans la petite nage corsée. On peut proposer aux clients de le prendre avec les doigts. Le plus important, c'est qu'ils se fassent plaisir avant tout. Et puis, s'ils veulent le prendre avec les doigts, qu'ils le prennent avec les doigts, peu importe. Nous, on a des rince-doigts, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est important de le dire. C'est pas le dire, mangez-le avec les doigts, c'est si vous sentez le client, à un moment, vous lui dites, c'est tout. Voilà, exactement. Hein? Non, parce qu'on n'est pas là pour leur dire comment manger. Si on peut leur glisser un moment, s'ils ne savent pas comment faire, parce que c'est vrai que les langoustines, c'est quand même assez présent, n'hésitez pas à le prendre avec les doigts, mais ça ne va pas plus loin. On ne leur donne pas des leçons, ce n'est pas un cours de maintien ici. D'accord. Le plaisir de chacun, c'est peut-être faire comme il veut, quoi. Ça, c'est le plus grand luxe. Blanc mangé d'œuf, truffe noire, blanc d'œuf monté en ébullition, cuit au four, avec un œuf poché à l'intérieur. Non, c'est la décomposition d'un œuf cocotte dans lequel les blancs sont émulsionnés et on met le jaune au centre et on cuit comme un gâteau coulant. Ça veut dire que le client, quand il va couper, il y a le jaune qui va venir s'évanouir. Allez-y. Je vous ai coupé peut-être? Non, allons-y. Et dans la chapelure, il y a oignons, estragon, lardons et champignons. Disposés sur les fils. Je préférerais qu'on dise poitrine. Poitrine. Ouais, poitrine. Bah, mais d'hôtel, le message est passé. Hein. Prenez bonne note. On va se voir 2 petites secondes, si vous me permettez. On va se voir par ici. Hein, ça ne vous dérange pas, venez voir. Suite à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Formé lui aussi à l'école du perfectionnisme, le directeur de salle convoque un jeune apprenti. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Vous m'avez demandé pourquoi vous n'alliez pas à Sciences Salle. D'accord? Oui. Bon. Vous êtes stagiaire, vous êtes arrivé il y a combien de temps?
Une semaine. Ben voilà, ça fait une semaine. En fait, c'est comme si vous étiez dans le métier depuis une semaine seulement. On est d'accord? Ouais. Bon, vous êtes souriant, vous êtes détendu, vous êtes à l'office régulièrement, vous faites du bon travail. Mais il y a une chose qui est très importante. Quelle est pour vous la chose la plus importante dans notre métier? Qu'est-ce qu'il faut transmettre au client? Bah, sa joie, sa bonne humeur. Voilà. Est-ce que vous croyez que vous l'avez ça quand vous êtes en salle? Bah non, je suis un peu tendu quand même. Et voilà, justement. Alors, ce qui est plus important, c'est ce que les clients, c'est ce que vos collègues aussi, hein, perçoivent de vous. Hein. Et ce qu'ils perçoivent, c'est quelqu'un qui est un peu comme ça, qui est un peu trop tendu, qui a peut-être des éléments qui ne vont pas trop. Regardez comme la montre qui est au-dessus de la chemise, ça fait bien quelques jours que je l'ai déjà vu, hein, donc ça, faut la retirer. Les poches sont trop remplies, il y a plein de choses dans les poches, c'est pas beau. Hein. Donc, prenez en compte que ce qui est le plus important, c'est pas ce que vous pouvez penser de vous, mais l'image que vous redonnez les clients. Et il est très important que vous fassiez attention à votre tenue, à votre sourire, et après on pourra en reparler, et progressivement vous irez en salle, d'accord? Et faites attention à votre allure, ça c'est très important, plus qu'autre chose. Et ça, il faut que vous travaillez un petit peu, ok? D'accord, très bien. Bon courage. Je vous remercie. Le lendemain matin, quelque part en région parisienne, dans un lieu que le propriétaire préfère garder secret. Jean-François Piège est attendu pour une réunion de travail un peu particulière. Il doit tout simplement sélectionner son caviar. Donc on va rentrer dans la zone sous douane, dans notre stock de caviar. Vous avez en stock à peu près 3000 kg de caviar, donc différentes qualités, le Sevruga, le Beluga, les différents types d'assiettes, les différentes catégories. Débute maintenant le rituel de la dégustation des différents caviars. Là encore, Jean-François Piège va vérifier chaque boîte. Toutes sans exception vont subir l'implacable sélection. Le chef est intraitable. Il n'est pas très clair, mais le grain il est beau. Un beau grain qui est brillant. Nous, on veut qu'il soit clair, c'est-à-dire on en regarde 3, celui-là c'est le plus clair. Après, on veut qu'il y ait un joli grain. Apparemment, celui-là, le grain il colle un peu. Tout à fait, à la vue, hein. Ça soit que... Voilà. Vous voyez la différence? J'ai goûté. Ici, vous avez un grain qui roule. Le grain, il roule. Là, il colle. Donc ça, c'est déjà un des critères. Le deuxième... ça, vous voulez pas non, moi je veux le grain qui roule. Mais en plus du grain qui roule, je veux qu'il soit clair. Ça, c'est le deuxième critère. Une fois qu'on a un grain qui roule, que le grain est clair, on veut le troisième, c'est le goût. Jean-François Piège a carte blanche de la direction pour obtenir une deuxième étoile. Le négociant le sait et lui réserve maintenant une petite surprise, un caviar exceptionnel. Un caviar blanc, les œufs d'un esturgeon albinos. Doucement. Un mets si rare qu'à l'époque il était exclusivement réservé à la table du Shah d'Iran. Lève doucement, sort. Oh là là. Là, vous voyez, hein, comme je vous le disais, c'est toujours un caviar absolument exceptionnel. En plus, alors attention à nos lumières, parce que nos lumières foncent toujours un petit peu, mais bon, c'est un caviar comme on n'en voit jamais. Hein. Au crayon, il y avait des néons qui étaient jaunes. Et c'est vrai que la perception du produit fini, qui était le caviar ou autre, n'était pas la même. On a fait changer les néons, on a mis des fluorescents pour avoir une couleur la plus vraie par rapport à ce qu'on trouve. Une attention particulière pour un produit hors norme. Ça, c'est 200 €. Et la beauté, regardez ça. La beauté de l'œuf, il y en a sa clarté. Cette douceur, c'est un goût exceptionnel, c'est un goût particulier. Spécial, vraiment. C'est ce que vous voulez, vous? Ouais. Dans un endroit comme le Crillon, de toute façon, je suis arrivé pour ça. C'est pas pour faire à manger, c'est pour faire de l'exceptionnel. C'est pour faire à manger, mais dans l'exceptionnel. La haute couture. C'est tout. Retour place de la Concorde à l'hôtel de Crillon, plus exactement au 3e étage du palace. Exceptionnellement, ce ne sont pas des clients qui occupent cette suite, mais une quinzaine de salariés de l'hôtel. Ils sont en stage, plus exactement en formation. On l'a vu tout à l'heure, seul le produit n'a pas de justification de prix. C'est-à-dire que si j'achète juste le produit et les qualités intrinsèques du produit, franchement, ça n'a pas de valeur. Éric Perret est consultant, sa spécialité, le luxe. Depuis plusieurs mois, de la femme de chambre à la directrice du personnel, en passant par le voiturier,
chacun des 350 salariés de l'hôtel passe entre ses mains. Le but de ce stage, remotiver les troupes. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils sont, je dirais, dans un certain cadre, et là on leur redonne une nouvelle lumière. On leur dit voilà, l'hôtel de Crillon maintenant, c'est peut-être autre chose. On a peut-être une clientèle qui va venir et qui va revenir, qui va attendre du service. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va lui offrir? L'idée d'Éric Perret est toute simple. Les salariés du Palace vendent du rêve, un rêve auquel ils n'ont pas accès. Alors Éric a une méthode, il va transformer ses stagiaires en clients. Grâce à lui, Patricia, chargée de la réservation, et Vincent, barman, découvrent pour la première fois les suites les plus prestigieuses de l'hôtel. Imaginez simplement l'émotion que peut vivre un couple qui va rentrer dans ce couloir et vivre dans une des plus belles suites certainement de l'hôtel de Crillon. Le nom de cette chambre est très spécifique parce que Louis XV, c'est en fait cet homme ce roi qui a décidé effectivement de faire de ce palace ce qu'il est devenu, parce que Louis XV, c'est celui qui a décidé de faire une façade gigantesque sur cette place de la Concorde. Et ce n'est qu'à partir de cette façade qu'on a construit un hôtel particulier. L'hôtel particulier, en fait, avait pour vocation de recevoir les plus grands ambassadeurs du monde. Donc, d'où le nom du restaurant, Les Ambassadeurs, qui après est venu. Voilà pour la rapide leçon d'histoire. Reste la terrasse avec sa vue imprenable. Alors, Vincent, Patricia, l'une des plus belles vues certainement de l'hôtel de Crillon. C'est la vue où l'équipe de France a fêté la Coupe du Monde. C'est la vue où toutes les stars font coucou à leur fan club qui est en bas. Pour Vincent et Patricia, nos apprentis clients, la visite continue. Nous sommes au 3e étage, un étage exclusivement réservé aux chefs d'État. Cette suite, je voulais vous la présenter parce que c'est en fait une des 3 suites présidentielles. La tradition veut que la plupart des chefs d'État, lorsqu'ils séjournent à Paris et qu'ils ont besoin d'une demeure hôtelière, viennent séjourner ici. Vous ne dormez pas dans un palace pour avoir un lit, une table de chevet, un minibar et une télé, même avec un écran plasma. Je pense qu'à un moment donné, ce que vous rêvez d'avoir quand vous êtes client d'un palace, c'est de l'émotion. Ce n'est pas un hôtel, c'est un palace. Et un palace, c'est des volumes, c'est un emplacement, mais c'est aussi une histoire. Et ça, tous les collaborateurs de cet hôtel doivent le porter. Voilà pour la théorie, maintenant place aux travaux pratiques. La 2e étape du stage se passe sur le terrain, mais pas n'importe lequel, direction Place Vendôme. Ici se côtoient les plus grands noms de la joaillerie. Vincent et Patricia ont pour mission de jouer aux clients. En quelque sorte, un jeu de rôle, toujours sous l'œil professionnel d'Éric. Le scénario est le suivant, Vincent doit offrir une montre à Patricia, sa future femme. Nous on cherche avant tout à faire un phénomène de déclencheur. Ça leur permet vraiment de déclencher dans leur tête le fait qu'un client attend beaucoup plus que ce qu'il donne. Ils sont beaucoup plus sur le métier, beaucoup plus sur le côté je vais donner du métier et beaucoup moins sur le côté dimension humaine du luxe. Moins de 10 minutes plus tard, les 2 fiancés d'un jour quittent la boutique d'un célèbre joaillier pour venir au rapport. Alors, comment c'était? Exceptionnel, rien à dire. C'est vrai? Des roses rouges superbes, une demoiselle à l'accueil d'une amabilité parfaite, simplicité. Qui a aussi cerné ce qu'on avait envie, ouais. Qui a répondu à toutes nos questions, toutes nos attentes. Est-ce que c'est le bijou qui vous fait rêver ou c'est la façon dont elle en parle? Là, elle en a bien parlé. C'est la façon dont elle en a parlé. Elle a proposé également à Vincent de l'essayer pour s'en rendre compte, donc tout de suite aussi c'est quelque chose... Et alors qu'est-ce que ça fait d'avoir une montre à... Il voulait plus l'enlever. C'est vrai. À la poursuite de leur stage, durant 2 heures, Vincent et Patricia vont sillonner le quartier réservé aux boutiques de luxe. Bernard Lambert vient tout juste de quitter son bureau pour un nouveau rendez-vous de chantier. À Monaco, la société qu'il dirige est un véritable empire du tourisme avec pas moins de 4 hôtels, une dizaine de restaurants, des brasseries et surtout des casinos. Le tout placé à des endroits stratégiques. Tout ceci sur la droite est notre propriété, tous ces jardins. Le casino est là derrière vous. Tout ceci, cet ensemble-là, qui est un casino encore, le Café de Paris, c'est notre propriété également. Et à partir d'ici, nous sommes propriétaires des jardins, de la route ici. Tout ici, c'est vraiment le cœur de la propriété de la société, du groupe. Ce bâtiment, sont mes bureaux, entre autres. L'hôtel de Paris ici, la place du casino. À tout juste 200 mètres du casino, au bout de cette rue, l'hôtel Hermitage, le second grand palace de l'Empire. La fierté de Bernard Lambert. Ici, en 1 an et demi de travaux, il a fait rajouter 2 étages,
soit 4200 nouveaux mètres carrés de surface habitable. Il y a un an, ce hall était un trou béant. À l'époque, il a fallu creuser dans la roche pour agrandir les sous-sols. Tiens, ça c'est nouveau aussi. Ça fait demain matin. Ouais, c'est des suites du... Ça vient d'où? Ici, on avait ouvert un très très grand trou pour la cuisine, pour les travaux de la cuisine, d'excavation. Donc il y a une fissure qui a apparu, c'est la jonction des deux matériaux. Donc de toute façon, oui, on va refaire le joint. Bon, bah, vous rappelez l'entreprise et puis que ce soit réglé dans la semaine. Hein. Avec un rapport circonstancié et tout. Les patins sous les fauteuils que je demande depuis un an, ils sont toujours pas mis. Patrick ou Alain, vous me trouvez des patins, ça existe hein, dans le monde, vous me trouvez des patins qui tiennent. Regardez ce bruit qu'il fait. Pas possible. C'est un détail important. D'abord, ça fait un bruit catastrophique. Ça esquinte le sol qu'on vient de faire. Cette mosaïque est quand même superbe et de très bon goût. Et enfin, bon, ça fait un an qu'on en parle. Et vous n'avez pas ça en gros? Non, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter les ampoules grillées. Je ne peux pas supporter que ces petits détails ne soient pas réglés. Alors, quel niveau ici? 700. La suite la plus avancée ou la jambe plus avancée? On va aller par là. Ici. C'est une nouvelle suite, donc ça n'existait pas, ça fait partie de l'extension. Donc c'est une création totale, ça fait partie c'est le dernier étage, et c'est une suite en angle, donc on n'avait jamais eu cette vue, puisqu'on s'arrêtait 2 niveaux au-dessous. Et vous avez changé aussi les matériaux? Nous avons introduit du parquet, nous avons introduit ces éléments de séparation en matériaux et en couleurs, quelque chose qui est plus contemporain, qui est un petit peu plus jeune, un peu plus frais. Et ça, c'est une demande très forte de nos clients. Mais on garde des boiseries, du travail d'artiste. C'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage. Des suites comme celle-là, Bernard Lambert en a fait construire 46. L'homme semble satisfait, pourtant il ne l'est jamais vraiment. Il ne manque pas des objets ici? Oui, on en avait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que certaines personnes ont voulu les emprunter pour décorer soit leur chambre, soit leur maison. Ça fait partie. Assez fréquent, bon, ça fait partie. Il manque quoi comme objet, concrètement? Il manque 2 petites pièces. 2 éléphants en bronze, ouais. Des petits vases qui étaient sur les tables. Dans des lieux comme le vôtre, qu'est-ce qu'on vole le plus? Les cendriers, les peignoirs de bain comme d'habitude, un petit peu. L'argenterie, c'est ce qui disparaît le plus, c'est l'argenterie. Retour sur la place du Casino, au 8e et dernier étage de l'hôtel de Paris. Depuis 20 minutes, 4 personnes se sont emparées des 210 mètres carrés de la suite Winston Churchill. La conciergerie vient de confirmer l'arrivée d'un client. Il sera là dans moins d'1 heure. Les occupants précédents viennent tout juste de quitter la suite. Tout doit aller très vite. Pour l'équipe, ce n'est pas un problème, c'est presque une routine. Pas besoin de se parler. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et en moins d'1 heure, l'appartement est prêt. Pardon. Et évidemment, aucune préparation de suite ne se fait sans la vérification finale de Geneviève Vivian, la gouvernante générale de l'hôtel. C'est elle qui donne le dernier avis. 2 boîtes de Télétonello pour le prix d'une. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix. Moi, je n'ai que 14 890 €. Toujours les mêmes réflexes. Rien n'est laissé au hasard, pas même les tubes de dentifrice. Ensuite, elle traque la moindre trace de poussière et vérifie qu'il ne manque aucun objet. Et quand enfin on croit qu'elle va donner son accord, il y a toujours un dernier petit détail. Quand on quitte la pièce, on regarde qu'il n'y ait rien de travers. Les rideaux, on va les baisser un petit peu parce que vous voyez que par rapport à l'autre rideau, ils ne sont pas de la même hauteur. Et à l'œil, c'est gênant. C'est pas esthétique. Pourriez-vous m'envoyer quelqu'un tout de suite au 803 et 4? On a une arrivée d'un top VIP important. Il y a le rideau qui est décousu. Il faudrait le recoudre, s'il vous plaît. Merci. Quelques minutes plus tard, l'homme attendu dans la suite Churchill arrive par les airs. Venu spécialement de Milan, c'est un habitué du palace, mais surtout un fidèle client du casino, un amoureux du tapis vert. Alors son week-end à Monaco est entièrement pris en charge par le palace.
fax. Oui. Donc si vous avez besoin du fax, vous m'appelez directement à la réception, je vous le mettrai en route automatiquement. Merci beaucoup. Les menus pour le service d'étage. Pour ce client, rien n'est trop beau. J'ai appelé hier, j'ai appelé le casino, le marketing jeu, et j'ai dit que j'arrivais, et ils se sont occupés de moi. Ils me font trouver la chambre, la limousine qui me vient chercher à l'héliport, qu'elle me ramène ici. Vous connaissez le nom de la chambre ici? Oui, oui. C'est la chambre de Winston Churchill. C'est important ou pas? Oh, c'est un honneur, hein. C'est un honneur de dormir dans une chambre où il a dormi, où il a habité, hein, parce qu'ici il a habité le fameux Winston Churchill. C'est un honneur. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chambre, vous? Qu'est-ce qui ne nous plaît pas dans cette chambre? Je demande à vous, monsieur. Qu'est-ce que c'est qui ne peut pas plaire dans cette chambre? Il y a tout qui est beau ici, hein. Regardez comment on est accueilli. La vue. C'est autour d'une table de jeu et non pas dans sa suite qu'il va passer la plus grosse partie de la journée. Ça, il porte bonheur de toucher ça pour gagner. Le casino de Monte-Carlo. La seule attraction permanente et réellement gratuite à Monaco se déroule devant ses marches. Ici, le jeu est simple, c'est un ballet constant de voitures de luxe. Les marques les plus prestigieuses se succèdent. Ces 50 mètres de parking réservés aux seuls clients du casino sont un véritable showroom des plus belles voitures du monde. Le casino de Monte-Carlo est une référence. Cet après-midi, des croupiers de Las Vegas, des professionnels du jeu, sont venus découvrir les coulisses d'un des plus vieux casinos du monde, inauguré en 1863. Au tout début, c'était la seule salle de jeu du casino avec la roulette anglaise et le punto banco. À l'intérieur de ce palais, aujourd'hui encore, des carrières, des destins, des fortunes peuvent s'envoler sur un simple tour de roulette. Cette porte ne s'ouvre exceptionnellement que pour les clients qui désirent être seuls pour jouer au punto banco. Elle est toute en cuir. Les rideaux, le plafond, les murs, tout est en cuir. Dans ce salon, le client est roi. Il a tout ce qu'il veut pour aussi longtemps qu'il le souhaite. Et pour les très gros joueurs, le casino dispose même d'un salon encore plus privé. Dans un style très différent, voici des tables rouges et roses. Dans ce salon, certains de nos clients passent des nuits très festives. Si vous voulez vraiment passer une soirée inoubliable, c'est l'endroit idéal pour s'amuser en toute intimité. Vous pouvez venir ici parier anonymement avec vos amis, par exemple, et même tout seul si vous le voulez. Avec un siècle et demi d'histoire, le casino de Monte-Carlo est un monument du jeu indétrônable. Retour en Italie. Sur le pont depuis 7 h du matin, Elena Ricci ne dispose maintenant que de 24 heures avant l'arrivée des premiers clients. Problème du jour, 10 citronniers viennent d'être livrés. Il faut de toute urgence aller trouver des pots. Alors avec son père, le marquis Giuseppe Ricci, elle se rend dans la banlieue de Sienne. Attends, je vais te montrer ce que j'ai de disponible en ce moment. Ce pot-là, il est déjà d'une bonne taille. Tu en as 10? Parce que l'autre là-bas est plus grand, non? Non, c'est la même taille. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 8 pour tout de suite. Ok, 8. Elena quitte son père pour aller chercher des coupes à fruits pour le restaurant. Car là encore, pas question de déléguer. Normalement, c'est nous qui choisissons tout ce qui est la partie image. Ça fait partie de tout ce qui est image aussi, les petits détails. C'est important les détails? Très important les détails, oui. Les détails, c'est ce qui fait l'hôtel. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Retour au château. À peine arrivés, les citronniers sont aussitôt mis en pot. Le marquis se transforme alors en assistant jardinier. Quelques minutes plus tard, au dernier étage du palais, le marquis convoque une réunion un peu particulière. Les Ricci sont réunis pour accrocher une vingtaine de portraits de famille.
Un témoignage de l'histoire de l'Italie, mais un casse-tête pour les Ricci. Sur ces murs, chaque aïeul a une place bien déterminée. Oui, ma mère appartient à la dynastie des Savoie-Gênes. C'est la branche cadette de la famille de Savoie. La branche aînée, évidemment, c'était le roi. Et donc le duc de Gênes, c'était la branche cadette. Là sur le mur, ils y sont un peu tous. C'est une sorte de collection de toute la famille de Savoie. En hommage à cette famille de Savoie, la plupart des suites de ce palais portent le nom d'une princesse ou d'un roi. Demain, celle-ci, la Marie-Gabrielle, sera occupée par un jeune couple. Mais quelqu'un a nettoyé ici? Non, non, ce n'est pas encore nettoyé. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Je vais le faire, mais avant, il faut que je passe l'aspirateur, il y a de la poussière partout. Bon alors, prenez l'aspirateur et nettoyez parce que là, il serait temps de terminer la première suite. Hein. Écoutez, on va faire comme ça. C'est moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire, parce que maintenant, on n'a plus le temps. Alors, cette dormeuse, vous allez la déplacer pour qu'on puisse poser les valises ici. Et évidemment, avant de la déplacer, vous lui remettez sa housse. Hein. Le marquis a décidé de prendre les choses en main, de se retrousser les manches. Afin de terminer une fois pour toutes cette suite, il se rend à l'autre bout de son domaine, dans une annexe réservée à un artisan restaurateur. Sous son marteau, l'assise des fauteuils, les derniers éléments manquants à la suite. Il y en a encore pour un quart d'heure, une demi-heure et ce sera prêt. Bon, alors on placera les assises en même temps que le guéridon. Le chauffagiste est toujours en train de travailler dans la chambre. Mais il n'a pas encore fait tout le branchement de la climatisation? Ça veut dire qu'alors là, il n'y a aucun espoir que la chambre soit prête demain après-midi? Demain après-midi? Oui, c'est possible, à condition qu'il termine ça ce soir. Parce qu'après, il faut encore boucher les trous, donner un coup de peinture, accrocher les rideaux. Moi, je vous dis ici, le travail, c'est pas ce qui manque. Le restaurateur avait raison, il ne lui a fallu qu'une demi-heure pour terminer les assises des fauteuils de la suite Marie-Gabrielle. Pour le marquis, les efforts commencent à payer. Alors, cette assise, tu la mets sur ce fauteuil. Ceux-là, ils vont sur le divan. Et celle-là va sur l'autre. Hein. Ça va? Bon, alors la première suite est prête, la 22, la Marie-Gabrielle, d'accord? Maintenant, ça va aller vite. Loin de l'agitation des derniers préparatifs de l'hôtel, réfugiée dans son appartement, la princesse Eleonora Massimo restaure un dernier tableau. Là encore, il s'agit d'un ancêtre, Louis Ier de Bavière. Moi, je dois dire que je m'amuse beaucoup plus quand il y a plein de clients dans la maison. Même quand ils sont là, c'est toujours notre maison. Je ne vois aucune différence. En plus, on a toujours eu des clients vraiment formidables. Parce que vous savez, ça ne doit pas être facile de se retrouver dans une vraie maison, habitée par toute une famille, avec tous ces meubles. C'est pas évident pour les clients. Toujours sous le regard du marquis et de sa fille, la toile tout juste sèche est posée au mur. Je crois que demain, si on arrive à tout finir, on peut crier au miracle cette fois. Parce que c'est vraiment... C'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Mais bon, on espère que les premiers clients vont arriver au moins l'après-midi. Ça nous donnera encore une demi-journée pour faire le maximum. Elena semble oublier une chose, l'allée centrale de l'hôtel doit encore être recouverte de 2 tonnes de gravier. Le steamship Soudan, le dernier vapeur à naviguer encore sur le Nil. Un bateau sauvé de la casse, transformé aujourd'hui en hôtel de luxe flottant. Après un palace au milieu du désert, Daniel et Herbert Titma ont choisi d'entamer un voyage à travers le temps. Car ce bateau est chargé d'histoire, c'est un monument du patrimoine égyptien. Au début du siècle dernier,
Sur ce même pont se croisaient des archéologues, des aventuriers et une femme, un écrivain, Agatha Christie. Cette croisière lui aurait même inspiré l'écriture de son célèbre roman, Mort sur le Nil. En attendant la première séance photo, le couple Itma a rendez-vous avec Megid, l'historien du bord. Une leçon qu'ils mettront à profit pour l'écriture de leur guide. Vous avez une belle journée. Vous avez du tahini. Les serveurs ici portent le fez. Ça, c'est une tradition qui a disparu ici depuis les années 50. Alors, le fez, c'est plutôt une tradition turque. Vous savez, quand l'Égypte était sous la domination ottomane, les Turcs, eux aussi, ils portaient le fez. Alors, dans tous les pays qui étaient sous la domination ottomane, les gens portaient le fez. Tout ça, ça fait partie de l'histoire égyptienne aussi. Depuis sa construction en 1885 pour le roi Fouad, rien n'a réellement changé, ou plutôt, tout a été intégralement restauré à l'identique. Les 3 niveaux en teck, les 22 cabines en acajou, les extincteurs en cuivre et surtout les 2 immenses roues à aubes. Voilà, les pistons, tout ça c'est d'origine bien sûr, c'est bien clair. Hein. D'ailleurs, regardez même les outils avec lesquels ils réparent sont d'origine également. Tant que le bateau est en navigation, il y a quelqu'un qui surveille et qui rajoute de l'huile et puis il exécute ce que le pilote lui demande de faire. Voilà. C'est fabriqué en Angleterre, à la fin du 19e siècle. Bien que centenaire, la salle des machines tourne comme une horloge. 3 niveaux plus haut, le poste de commande. Là non plus, pas de changement. Les pilotes, enfants du Nil, connaissent le fleuve par cœur. La nuit, c'est pas toujours facile. Mais la journée, ça va. Par exemple, là, quand le niveau du Nil est élevé comme en ce moment, et que l'eau est claire, tu vois bien les obstacles à éviter. La nuit, en revanche, je navigue grâce à des points de repère. Par exemple, là, je sais que quand cette colline se trouve au niveau de mon épaule gauche, il faut que je vire vers elle. Et que dès que je vois ce palmier-là, il faut que je redresse. Voilà, c'est comme ça que je navigue. Edfou, première escale de la croisière. Les 36 passagers quittent le bateau pour une excursion de 2 heures dans un temple. Daniel et Herbert ne seront pas de la partie. Ces 2 heures, ils vont les mettre à profit pour photographier les 5 suites provisoirement inoccupées. La suite Taoufik. Il va falloir enlever ceci pour les photos. Comme d'habitude, Daniel prépare minutieusement les lieux que son mari va ensuite photographier. Je crois que je vais être obligée de cacher les chaussures parce que ça va ressortir. Et on les remettra après. Hein. Ça fait partie du job de préparation. Une des choses qui se passe très souvent, c'est que, étant donné que les hôtels sont des hôtels qui sont très souvent pleins, on est obligé de gérer avec les problèmes d'occupation. Hein. Si les gens sont coopératifs, ça pose pas de problème. Et j'ai parlé avec les occupants de cette suite et ils étaient tout à fait d'accord. Du moment que je remets tout ensuite après. Et ce qu'il faut, c'est surtout avoir une mémoire photographique d'où étaient les affaires avant. Est-ce que je peux avoir un petit chiffon, Amir, s'il vous plaît? Comme dans un ballet bien réglé, après le passage de Daniel la méticuleuse, c'est au tour d'Herbert l'artiste d'exercer son talent. J'aime beaucoup ces meubles. J'aime cette version égyptienne de l'orientalisme. Chinoiserie à la égyptienne. Very nice. Si je devais définir le style de mes photos, je dirais qu'elles sont épurées et simples, et que je mets l'accent sur la lumière et sur l'espace. Je n'aime pas les plateaux de petit déjeuner avec le croissant, le jus d'orange, le journal. J'évite ce genre de choses. 17 h. Le Steamship Sudan quitte le quai, direction Assouan, à une journée de navigation. Pour les pilotes, c'est l'heure de la prière.
Pour les clients, c'est l'heure du thé. Le fameux tea time à l'anglaise, le même rituel qu'à l'époque où Agatha Christie empruntait ce pont. Coconut, noix de coco. Et un tout petit peu de sucre. Merci. Sur le pont inférieur, Herbert, lui, a un rendez-vous. Beau coucher de soleil. Le coucher de soleil, c'est à ce moment-là de la journée que le Nil est le plus beau. Attablé avec son guide, Daniel prend une leçon d'histoire. On a toujours dit que l'Égypte était un don du Nil, n'est-ce pas? Le mer Nil. Exactement. Bon, il a été vénéré, c'est le dieu Hapi depuis le temps des anciens Égyptiens. Le Nil étant la seule source d'eau et de vie dans ce pays, 80% de la population vivent de l'eau du Nil, directement ou indirectement. Donc c'est vraiment le fleuve nourricier. Les choses n'ont pas beaucoup changé non plus. Oui, c'est vrai. Le paysan égyptien vit un peu comme le paysan du temps des anciens Égyptiens. Le seul changement, c'est que bon, maintenant le Nil est sous contrôle après la construction du barrage qui a été inauguré en janvier 71, soit juste quelques mois après la mort de Nasser. Tu vois pourquoi je te dis qu'il ne faut jamais ranger son appareil photo? Ne range jamais ton appareil photo. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Demain matin, Daniel et Herbert arriveront à Assouan pour la dernière étape de leur voyage en Égypte. Retour à Paris, il est 8 h du matin, l'heure du petit déjeuner. Le restaurant Les Ambassadeurs, Mathieu, bonjour. À l'hôtel de Crillon, le premier service de la journée a commencé. En salle, la brigade est sur le pied de guerre, prête à répondre à tous les souhaits, même du caviar au petit déjeuner. Ça, c'est pas particulier, ça, le caviar. Non. Omelette aux truffes, œufs brouillés aux truffes, les paillards de veau, tout ça, ça peut se faire au petit déjeuner. On s'adapte, parce que c'est important aussi. Et les clients apprécient ce service sur mesure. Jean-Pierre Bansard est un fidèle du restaurant. Cette salle, il en a même fait son deuxième bureau. C'est pratique parce que le petit déjeuner, ça permet en 1 heure de tout faire et pas perdre 3 heures dans un déjeuner. On est frais, on est très présent dans ce qu'on dit. Et en plus, c'est un lieu magique pour nos invités. Impossible de rater ce chef d'entreprise. Avec ses collaborateurs, il est présent tous les matins depuis 20 ans. Nous avons une table attitrée. Donc, c'est toujours la même. Donc, aucun maître d'hôtel ne donne notre table tant qu'il n'est pas, par exemple, 9 h, parce qu'on arrive le matin à 8 h. Alors, soit on a un petit déjeuner avec un client à 8 h ou un relationnel à 8 h. Des fois, j'en fais 2. Des fois, on en fait 2. Enfin, bon appétit, hein. Non, il ne mange pas. On mange pas. En 20 ans de petit déjeuner au Crillon, Monsieur Bansard a vu défiler des dizaines de ministères, éclater des crises boursières. Cette salle est un baromètre du monde politique et financier. Quand il y a une crise, on la sent dans cette salle. Les habitués, les chefs d'entreprise, les hommes de pouvoir disparaissent. Ça va mieux, les gens arrivent. Ça va moins bien, ça se vide. Vous avez les gens arrivent au pouvoir, on les voit. Ils quittent le pouvoir, ils s'en vont. C'est fabuleux comme lieu d'observation. « 9 h, Carla Zeni prend son service. Cette jeune femme occupe un poste clé dans l'organisation de l'hôtel. Elle est spécialement chargée de fidéliser la clientèle. Bonjour Carla. Bonjour Carla. Dans ce bureau, 3 personnes travaillent avec elle. À tout moment, l'équipe est à même de répondre à tous les besoins d'un client, des plus anodins aux plus excentriques. Tu es au courant de l'heure de départ de la 8-15 ? Est-ce qu'on t'a donné l'information ? 20h30. Donc pour le client qui devait arriver, il faudra qu'on en parle. On revoit l'attribution pour essayer de trouver une solution. Voilà. Merci. Merci. Relation clientèle, Carla Zeni, bonjour. Carla est convoquée dans le bureau de la directrice générale. Objet de l'entretien, vendre le palace à une cliente brésilienne. À l'occasion de l'année du Brésil en 2005, celle-ci désire créer un événement dans l'hôtel. Comment allez-vous ? Je suis Carla. Le ton est informel, mais pourtant c'est une véritable réunion de travail. Et là, il faut être réactif, trouver les bonnes idées. Car à la clé, il y a un nouveau marché qu'il ne faut pas rater.
Alors en fait, on était en train de réfléchir à ce que l'on pourrait faire l'année prochaine. On avait pensé à organiser une semaine gastronomique, mais je ne suis pas sûre que la cuisine brésilienne soit très appréciée à Paris. Ou alors il faudrait vraiment un chef très connu. En revanche, faire un événement autour de la mode, ça serait bien. Ah oui, et on pourrait faire venir un créateur brésilien. On s'occupera toujours des États-Unis parce que c'est un marché qui ne pourra jamais disparaître, ça j'en suis convaincue. Et bien évidemment, après vous avez des marchés qui étaient un peu moins présents dans le passé et qui arrivent à vitesse grand V, comme la Chine, comme d'autres marchés européens, même l'Italie, l'Espagne, c'est des marchés qui se développent constamment. On reprend le Japon qui entre-temps a connu une légère chute. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher les clients là où ils sont. Tout à fait. C'est ce que vous faites là quand même. Oui, tout à fait. Le gâteau rétrécit et les palaces, la capacité des palaces est un peu plus grande aujourd'hui qu'il y a encore 3-4 ans. Hein. Comme tous les autres palaces parisiens, le Crillon a vécu des années difficiles depuis le 11 septembre 2001. Pour faire face à la baisse de la fréquentation, il a dû s'adapter. Mais pas question pour autant de brader les prix. La direction préfère rajeunir son image et miser sur une nouvelle clientèle. Un autre argument de poids pour attirer le client, il se situe 2 étages plus bas, en cuisine. Tout palace qui se respecte doit aujourd'hui s'offrir un restaurant haut de gamme. Si possible, étoilé au Michelin. Le Crillon a tout misé sur cet homme, Jean-François Piège. La mission, elle est simple. Le restaurant était vide, il faut qu'il soit plein. Que le restaurant ait une belle réputation et que les clients qui soient dans le restaurant soient contents et qu'on ait en plus, comment dirais-je, un chiffre d'affaires qui augmente. Tout est conséquent. C'est pas... Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est un investissement, mais c'est aussi, il va falloir un retour sur investissement. C'est pas un casino ici. Et l'investissement en cuisine doit être visible dans l'assiette. À son arrivée en février dernier, Jean-François Piège a reçu les pleins pouvoirs de la direction. Il sait que pour réussir dans cette guerre des étoiles, il a carte blanche. Et le chef a choisi ses armes, les produits de luxe. Et le luxe au printemps, c'est la truffe. C'est avec ses diamants noirs qu'il va signer ses plats. Quand je suis arrivé, je trouvais ça un peu bizarre d'éplucher la truffe. Je me dis, putain, je travaille vraiment dans une grande maison. Le fait d'éplucher de la truffe, ça n'a jamais fait. Vous vous souvenez, Christophe, la première fois où vous avez eu à travailler la truffe? Les premières truffes, c'était... j'étais en apprentissage. Et c'est mon patron qu'on avait acheté très peu. Vraiment, c'était quelque chose de... J'avais pas eu le droit d'y toucher. C'est nécessaire de mettre de la truffe? Non, c'est pas que c'est nécessaire, c'est que par rapport au palace, on se doit d'avoir les plus beaux produits. Et la truffe, c'est un produit exceptionnel, qui a un goût exceptionnel. Donc je pense que pour notre cuisine, c'est essentiel. Ici, on en passe combien à peu près par semaine? Ici, par semaine, en pleine saison, ça doit être dans les 30 kilos. 30 kilos environ. Un produit exceptionnel qui a aussi un coût. Cette année, le kilo de truffe noire est à 1 200 €. Premier rendez-vous de la journée pour Jean-François Piège. Dans cette course aux étoiles, il sait qu'il n'a pas le choix. Tout doit être parfait. Il doit travailler les meilleurs produits. Alors il choisit tout lui-même, avec le même souci de perfection, même pour une simple motte de beurre. Il faudrait qu'on fasse une mini-motte, mais je veux qu'elle soit non pas uniformisée, mais quelque chose qui soit moulé à la main, d'une quarantaine de grammes, voire peut-être 50, voire peut-être 60, voire peut-être 80. J'aimerais bien qu'on ait plusieurs, qu'on choisisse la motte de la grandeur. 40 grammes. Depuis 3 mois, ce petit coin de cuisine a vu défiler les plus grands producteurs de France. Ce matin, un artisan est venu spécialement du Mont-Saint-Michel pour présenter son beurre. Il sait que le jury sera sans merci. C'est un peu petit, c'est un peu petit. Au total, la sélection va durer près d'1 heure. Il faut grammer quand même. L'important c'est d'avoir la quantité suffisante pour pas paraître radin, mais il faut pas non plus qu'il reste. Là on est à 90 grammes. Je pense que c'est pas mal. 70 là. Il va falloir différencier le doux et le demi-sel. Mais par la forme. Par la forme, ouais. Et peut-être par le string. On peut faire des petites choses marrantes, comme ça. La forme, ça me plaît pas trop. Est-ce qu'on pourrait pas avoir dessus totalement strié et on se dit qu'avec sel c'est totalement strié et sans sel c'est totalement lisse. Ok. Avec, sans. En plus c'est induit par la forme. C'est induit par la forme, ouais. Lequel vous sélectionnez? Les deux là.
Parce que celle-là, pour moi, on a tendance déjà à la renverser quand on fait celle-ci. Celle-ci, à mon avis, elle va revenir trop vite en température si elle est plate. Celle-là, on voit déjà, il est déjà beaucoup plus mou. Et ça, c'est le beurre qui va garder la plus grande température. Depuis une semaine, Monaco est sur le pied de guerre. Ce soir, sur ce tapis rouge, vont défiler les 800 personnalités du Gotha international pour le rendez-vous de l'année, le bal de la Rose. Le thème de cette année, la Chine. Maître d'œuvre de la cérémonie, bien sûr, Bernard Lambert. On va le faire. J'ai demandé 12 la semaine dernière, donc je vois bien qu'on passe à 12. La famille princière arrive à quelle heure? 20h30. 20h30, c'est prévu arriver 20h30, les deux voitures? 20h40 plutôt. D'accord, 20h40. Entre 20h30 et... Cette soirée prestigieuse est un événement caritatif parrainé par la princesse Caroline de Hanovre. Tous les bénéfices sont reversés à une fondation. Mais pour Bernard Lambert, le bal de la Rose marque surtout le début de la saison. Sécurité pour les colliers, les bijoux, garde armée également. Et ils seront mis où? Ici. Ici avant l'entrée. Oui. Une partie des bijoux sera exposée dans les petites vitrines. Dans les vitrines. D'accord. Et là, il y a tout ce qu'il faut au niveau sécurité aussi. Oui. Bon, d'accord. Bien, messieurs, Pascal et Michel, on y va. L'enjeu est important. Ce soir, les plus beaux bijoux, les plus belles parures vont traverser ce hall. Alors la sécurité doit être infaillible, tout comme la préparation de la salle. Depuis 24 heures, une vingtaine de maîtres d'hôtel et de serveurs préparent les 102 tables. Et là encore, tout doit correspondre point par point aux volontés de Bernard Lambert. Rien ne lui échappe, pas même ses lampions chinois. Les piles ont été vérifiées, achetées neuves, bien sûr. On espère, monsieur. Bon, il vaudrait mieux. Oui, il vaudrait peut-être mieux, oui. Et en cuisine, même scénario. Nous avons fait des photos. On a déjà testé les plats dans les ouvriers. On se base là déjà pour dresser les plats. Hein. Ceci est le poisson, le canard, le dessert et l'entrée asiatisante. L'entrée des hors d'hommage. Le poisson, on y va? Là encore, le professionnel de l'hôtellerie de luxe va goûter lui-même les 4 plats du menu. Bien, voilà. Je vérifie la cuisson, je vérifie la présentation. Goût, si on a bien relevé ce qu'on avait demandé la dernière fois, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de... Il faut qu'on retrouve un peu les senteurs asiatiques. Là, maintenant, on les trouve bien, avec des produits tout à fait, tout ce que l'on trouve effectivement là-bas. Et il faut que là, la sauce soit aussi impeccable. Il faut bien que ça sorte chaud comme ça. Ça, il faut que ce soit impeccable comme ça. C'est bien. Bien, messieurs. Merci. Il n'y a plus que ça sur 800 à sortir ce soir. Oui. OK. Bernard Lambert sait que ce soir, il n'a aucun droit à l'erreur. Alors au moment de quitter ses collaborateurs, il leur indique encore un point noir. Ça, le taux des cigares, il ne reste pas là. Hein? Non. On va l'enlever. Bon. Messieurs, à ce soir. À tout à l'heure, monsieur. C'est tout à l'heure, oui, ça fait 18h. Mireille, merci. 18h. Ok, 18h ce soir. Ok, tout le monde en place. On sera prêt. Merci, messieurs, à plus tard. Au revoir, monsieur. Au cœur de Monaco, dans la boutique d'un célèbre joaillier. Merci. Une cliente est venue chercher la parure qu'elle va porter ce soir pour le bal de la Rose. Et tu le mets avec quelle robe? C'est ce que vous vouliez. Exactement, oui. J'ai attendu un peu, j'étais patiente, mais quand même maintenant c'est fait. J'ai très envie de les mettre. Pour une soirée comme celle-là, c'est important d'avoir des bijoux comme ça? Ben, oui, si on les a, c'est mieux. Je veux dire, je crois que c'est vraiment une soirée comme ça, où si on a des bijoux, on les met. C'est un accessoire pour une belle dame. Oui, ça fait plaisir. Et puis c'est vraiment une occasion où on peut les mettre facilement plutôt qu'ailleurs. Je pense qu'ici à Monaco, c'est encore l'endroit où on peut les mettre tranquille. Oui. Donc ça fait encore plus plaisir, on n'a pas peur. Et... Sans souci de sécurité, vous voulez dire? Oui, sans souci de trop faire, d'être trop voyante, ou voilà. Tandis qu'ailleurs, peut-être, on est un peu plus gêné, quoi. C'est vrai qu'à Monaco, porter de pareils bijoux n'est pas un problème. Ici, l'insécurité est presque inexistante, la principauté en fait un point d'honneur. Mieux, elle se vend comme l'une des villes les plus sûres du monde. 16h, place du Casino. Bien qu'il soit accaparé par la préparation du bal de la Rose, Bernard Lambert est appelé de toute urgence par le directeur du casino. Il s'agit de régler au plus vite un incident. Une erreur aurait été commise autour d'un tapis de jeu. Pour vérifier, Bernard Lambert dispose de cette salle où d'habitude aucun étranger n'est autorisé à pénétrer.
Des dizaines de caméras enregistrent tout. Un technicien du casino décrypte les images, écoute les échanges. C'est comme ça qu'ont pu être confondus des arnaqueurs professionnels. Cette fois, fausse alerte, le croupier s'est inquiété pour rien. Merci, monsieur. Le leitmotiv, c'est régler le litige. C'est-à-dire être certain que de toute façon, que ce soit dans le sens du casino ou dans le sens du client, nous sachions lui répondre, puisque, effectivement, là, par exemple, le client avait raison. C'est donc une manipulation trop rapide. On avait arraché son jeton. 50 pour les 50. 19h, au 3e étage de l'hôtel Hermitage. Dans l'une des suites du palace, le célèbre joaillier monégasque a rendez-vous avec une cliente un peu particulière. Mademoiselle Jing Xing, ancien colonel de l'armée chinoise, devenue danseuse et chorégraphe, est surtout ce soir l'invitée d'honneur du bal de la Rose. C'est à ce titre que le joaillier est venu lui prêter une parure de perles. Pour lui, cette femme est une ambassadrice, une vitrine pour ses bijoux. Ce sont des perles spéciales de Tahiti? Oui. Ah, je vois. Et la bague, c'est votre taille? C'est parfait. Oh, tous mes compliments. C'est magnifique. Merci, merci. J'ai une question importante à vous poser. Après la loterie, il y aurait bien toujours quelqu'un derrière moi. Oui, bien sûr, Michel sera là. Ah, très bien. J'avais peur parce que vous savez, il y a tellement de monde en coulisses. Ne vous inquiétez pas, il vous suivra tout le temps. Oui, très bien. Oui, suivez-moi partout. 20h, le 50e bal de la Rose ouvre ses portes. Mademoiselle Jing Xing et son cavalier sont accueillis au pied des marches par un orchestre traditionnel chinois. À l'intérieur, en parfait maître de cérémonie, c'est Bernard Lambert qui reçoit les convives. Et pour chacun d'entre eux, il a un mot. Ça fait très longtemps, oui. En moins d'une heure, 800 convives vont être admis dans le Saint des Saints pour l'une des soirées les plus courues au monde. Des grands noms de l'aristocratie, bien sûr, mais aussi de la mode, du cinéma et de la chanson. Il y a des gens inconnus pour moi, il y a des gens que je reconnais de visage, ça on n'enlève pas du tout, mais il y a des gens totalement inconnus. Des gens totalement inconnus. Donc, j'essaie d'en rencontrer autant que possible. 21h, la famille princière fait son entrée. La soirée peut réellement commencer. Tout va bien, ça a l'air de tout va faire, tout le monde rentre tranquillement. Vous êtes toujours préoccupé quand même? Non, pas du tout. À partir du moment où je serai assis, ce sera déjà un grand soulagement. Voilà. Après, ça roule. Je sais que derrière, tout va rouler. Ouais. Tout a roulé. Je vous laisse aller. Allez. Et chaque année, avant de passer à table, le même rituel, la soirée débute par une tombola. The number is 606. 606. Une loterie un peu particulière. Ici, on peut gagner des bijoux, des robes de haute couture et des bouteilles de champagne. La soirée bat son plein. Pour Bernard Lambert, c'est une réussite. Dernier préparatif pour les Ricci dans leur château toscan. La bonne nouvelle du jour, les premiers clients n'arriveront que cet après-midi. Une chance, car tout n'est pas encore prêt. Les toilettes du 2e étage sont cassées. Tu peux t'en occuper? Ok. Ou demander à Daniel? Oui, je m'en occupe. T'oublies pas, hein? Non. Elena doit encore vérifier quelques détails de dernière minute. Veiller par exemple à ce que le personnel connaisse parfaitement le règlement intérieur. Nous sommes au début de la saison.
Alors il faut que je vous dise 2 ou 3 choses. Tout d'abord, les uniformes doivent être impeccables. Les mains, les chemises, irréprochables. Donc la veste, évidemment, on la change avant le service, pas après. Dans la veste, je ne veux pas voir de paquets de cigarettes. Ça fait des bosses dans les poches. Une autre chose, quand on s'adresse à un collègue en salle, on ne hurle pas. On s'approche et on lui parle à l'oreille. En salle, je veux le silence absolu. Et moi, je rajoute qu'on vous entend depuis la cuisine, surtout le matin, quand vous êtes de bonne humeur. Alors essayez de vous contenir. Ici, on ne chante pas, on ne siffle pas, ok ? Merci et bonne saison parmi nous. L'équipe de salle est prête. Reste maintenant pour Elena l'inspection des chambres, un travail que la jeune femme ne délègue jamais. Ça, c'était ma chambre privée. C'est une des premières qui a été donnée, disons, à la cause commune de l'hôtel parce qu'elle a une très belle vue. Là, on voit le coucher de soleil de là. Et on a une vue sur les collines chinoises. Elena va passer toutes les chambres du château au peigne fin, car elle sait qu'elle peut encore avoir des surprises. Voilà. Il y a des petits détails comme ça qu'il faut éviter. Ce soir, encore un tout petit peu de temps pour contrôler. En fait, Elena ne dispose maintenant que de 2 heures avant l'arrivée des premiers clients. La suite Napoléon, lui aussi est un lointain aïeul de la famille Ricci. Dans le palais, toutes les suites sont aménagées par thème historique. Dans la salle de bain de cette suite, une centaine de statuettes représentent l'armée napoléonienne. Là, c'est une des seules histoires de vol qu'on a eues, c'est-à-dire que l'armée, elle n'était pas dans la vitrine avant, elle était comme ça libre. Et Napoléon a disparu. Donc il y a eu un client qui a le courage de voler le personnage principal, quoi. Et nous, on s'en est aperçu après. Et puis mon père, heureusement, il a retrouvé la même statuette dans une brocante, juste après. Je voulais te dire qu'il reste 2 trous dans le mur de la suite de la tour. Il faudrait les reboucher. D'accord, je vais leur dire. Coincée entre les écuries et la piscine, l'une des perles de la propriété des Ricci, une petite église du XVIe siècle. Un lieu, là encore, que le marquis a eu l'idée de rentabiliser. Depuis un peu plus de 2 ans, tous les étés, des mariages y sont célébrés. On a commencé à les faire après le 11 septembre 2001. Il y a eu une chute du tourisme dans toute Europe et on a dû quand même inventer un peu d'autres choses. C'est bien, ça fait une stimulation pour avoir de l'imagination. Et ça marche. La saison passée, 40 personnes se sont dit oui au pied de l'autel de cette église. Mieux, les jeunes mariés sont parfois devenus des clients fidèles et n'hésitent pas à revenir ici en pèlerinage. Cet après-midi, Simona accueille un jeune couple qui s'est marié ici l'année dernière. Bienvenue chez nous. Vous m'avez l'air en pleine forme. Et le bébé? Ah, il dort. Bienvenue en Toscane. Toute cette attention autour de ce bébé s'explique. Il y a tout juste 1 an, ses parents empruntaient ce même escalier pour se rendre dans la suite Marie-Gabrielle de Savoie, au dernier étage de l'hôtel. Mais à l'époque, ils n'avaient pas encore d'enfants. On s'est marié ici le 26 avril de l'année dernière. Et on a passé notre nuit de noces dans cette chambre. Donc il y a de fortes chances que notre fille ait été conçue ici. L'arrivée des premiers clients marque le début de la saison. Pendant 6 mois, le château familial va redevenir un hôtel 5 étoiles. Cœur de cible, la clientèle américaine. Est-ce que vous pouvez me suivre jusqu'à la réception? J'aurais besoin de quelques informations, s'il vous plaît.
Je vais vous faire monter un adaptateur pour la prise. Magnifique. Merci. Je vous en prie. Ah, et je vous ai laissé les clés sur la table aussi. Ça fait 3 ans qu'on prévoit de venir ici. Et malheureusement, on a dû annuler à chaque fois. Mais on nous a tellement parlé de cet endroit que finalement, nous sommes ici. Le lieu est sublime, la campagne est divine, on vient de déjeuner au milieu des champs et c'est incroyable. Hôtelier avisé, le marquis a une attention particulière pour chacun de ses clients. On m'a dit que vous aviez peut-être un lien de parenté avec ma famille. Je ne sais pas. Ma femme s'appelle Danieli, mais ses cousins s'appellent Richie et ils habitent aux États-Unis. Alors je ne sais pas trop. C'est possible. De mon côté, on a tous des noms d'origine italienne. Et il y a toute une branche qui s'appelle Ricci. Ma cousine s'appelle Stella Ricci. Si vous voulez, on peut tenter d'approfondir vos recherches. Fin de journée, le pari est gagné. Pas une fausse note. Finalement, les Ricci ont réussi à être dans les temps. Mieux, l'hôtel affiche complet pour la saison. Désormais, le domaine appartient aux clients, alors le clan Ricci s'est réfugié dans une aile du palais. Et pourtant, il y a 15 ans, en transformant son château en hôtel, le marquis tournait le dos aux traditions familiales, ce qui, dans ce monde-là, ne va pas forcément de soi. C'était aussi mal vu, c'était quelque chose qui était un peu vulgaire, je dirais. Oui, c'est ça. C'était... comment est-ce qu'on... Ma cousine m'appelait la locandiera, comment est-ce qu'on appelle l'aubergiste. L'aristocratie romaine, elle voyait ça comme le commerce très... C'était se vendre, voilà. C'était pas quelque chose de très chic. Et maintenant, tout le monde le fait. Donc, on a été quand même précurseurs dans ça. Précurseurs, les Ricci envisagent maintenant d'ouvrir aux touristes 2 autres palais, l'un à Rome, l'autre en Sicile. Trois mois après son arrivée au restaurant de l'hôtel du Crillon, le travail de Jean-François Piège commence à payer. Montez les gars là, s'il vous plaît, montez sur les marches là. Les plus petits devant. Et resserrez-vous parce qu'on va pas tous rentrer sinon. Resserrez-vous, 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 resserrez-vous. Les grands derrière, les plus grands derrière. Serrez-vous, remontez tous dans le cran là. Première consécration pour le chef, le plus prestigieux magazine de cuisine n'a pas hésité à lui consacrer sa une. Merci messieurs. Malgré cette première reconnaissance, pas question pour le chef de baisser la garde. Après avoir tout changé en cuisine, c'est en salle qu'il mène sa révolution. C'est lui qui a fait redessiner les tenues des serveurs et aussi celles des sommeliers. Car là encore, Jean-François Piège a son mot à dire. Donc je vais t'expliquer, ça va juste te donner ça. Mais là, il va falloir réfléchir que sans tablier, on perd 2 poches qui nous sont très utiles pour pouvoir mettre un lito et des déchets. Parce que sinon, on va être obligé de mettre les capsules dans les poches et ça va faire gonfler. Et en salle de restaurant, avec 1 ou 2 bouchons, je pense que ça va tout de suite se voir. Et est-ce que le Spencer, on ne pourrait pas l'avoir plus court, comme la blouse, juste comme ça? D'accord, ok. Fallait apporter votre patte, Jean-François. Il fallait apporter de l'élégance, c'est tout. Avant, ils étaient en queue de pie. Aujourd'hui, c'est la cuisine normalement. Qu'est-ce que non, ça c'est la mise en scène de la cuisine. Je crois qu'une cuisine, une très belle cuisine mal servie, ça restera qu'une cuisine. Une cuisine très bien servie, ça restera toujours une très belle cuisine. Rallonger ton tablier qui est sur la partie des devants jusqu'à mi-jambe. Jean-François Piège est un chef visiblement satisfait, mais son véritable examen de passage aura lieu en mars prochain, quand les guides gastronomiques rendront leur verdict. On a changé les rideaux, on a changé les nappes, on a changé les fauteuils. Parce que l'assise des fauteuils n'était pas très confortable et puis la tonalité du restaurant a changé, donc il fallait changer la couleur. On a changé les nappes parce que tout était bleu avant. Donc aujourd'hui c'est une nappe qui est un petit peu plus moderne, qui quand le soleil rentre, elle devient un petit peu de transparence. On a fait un chariot d'infusion, on a fait... C'est vrai que un chariot d'infusion... C'est quoi par exemple? Au lieu de proposer des infusions sèches
on les propose fraîches et on les sucre avec des miels devant les clients. C'est un axe commercial qui n'est pas négligeable. Et puis c'est aussi marrant d'arriver sur la place de la Concorde à Paris avec un petit chariot qui recompose des herbes fraîches. Ce dont Jean-François est le plus fier, c'est peut-être de cet objet, l'essentiel pour un cuisinier, le menu. La personne peut la voir si elle a une très belle vue à une certaine distance, sinon on peut la prendre, on a une grande accessibilité à l'information et on n'est pas gêné au moment du repas, parce qu'au moment du repas, on débute le repas avec une petite baguette, une petite ficelle et un beurre qui est en ce moment aux truffes. Donc c'est vrai qu'on a tendance à tartiner son beurre, à le manger, à couper, à parler. On peut boire du champagne ou autre. Et le moment où on a envie de prendre la commande, on est là, on le repose. Et pareil pour les desserts. Donc c'est une grande liberté, une grande accessibilité. C'est tout ce qu'on fait, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas parce qu'on a envie de changer, c'est parce qu'on a envie de donner du confort. Le seul but, c'est le client. À Monaco, enfin après 7 mois de travaux, l'hôtel de Paris quitte ses habits métalliques. Les échafaudages sont retirés pour laisser place à sa façade Belle Époque, la même que celle qui fut inaugurée en 1864. Les échéances ont été respectées, il faut dire que Bernard Lambert y a veillé tout particulièrement. Parce que c'est en train de descendre les échafaudages. Oui. Comme prévu. Donc cet échafaudage, oui, c'est comme prévu, ça sera démonté ce soir, là ils sont en finition de démontage. On remonte celui-là pour une semaine pour pouvoir libérer pour le Grand Prix les installations de chantier. On remet en place les tout plantes, ça sera nettoyé, les plantes remplacées, elles sont déjà en serre, etc. Il n'y a pas de souci. Les services espaces verts sont prévenus. Tout ça, pas de souci. Ce soir également, ça part. Tout ce soir, tout est parti. Le deuxième gros chantier, la salle Empire. Là encore, visiblement, les délais ont été tenus. Voilà. Ah, donc la moquette est arrivée, elle est posée. On a les rideaux donc, qui arrivent la semaine prochaine. Mais la moquette, où est la décoratrice? Corinne. Oui. La couleur, là, c'est ce mauve. Oui. On ne sort pas un petit peu trop par rapport à ce que j'ai vu sur les échantillons? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet un petit peu trop violent, ça avec la lumière ou avec l'éclairage? Je pense pas, il y aura un rappel sur les rideaux, parce qu'on a beaucoup de violet dans les rideaux également. C'est un rideau qui est ivoire, mais avec des rappels de violet dans les passementeries. Ok. Et c'est aussi une couleur qui était beaucoup utilisée dans l'Empire aussi. D'accord. C'est aussi la justification. C'est pas trop violent. Là, et ça, cette finition-là de la piste de danse, ça va tenir, ça? Ça doit tenir. C'est pas que ça doit tenir, c'est que ça va tenir. Ça va tenir, bon. On va dire. L'air conditionné? C'est en cours. On est en train de mettre les derniers habillages qui viennent camoufler tout ça. Vous vérifiez quand même? Bon, oui, là ça souffle. Je vérifie tout, Mais avant de mettre le cache, on va faire un coup de poussière là-dessus? Bien sûr. C'est prévu? Oui, tout à fait. C'est quand même... Tout à fait, oui, non, là il y a la poussière du chantier. Dans 14 jours, la salle est déjà louée pour une série de manifestations qui sont naturelles au mois de mai et juin. Il y a beaucoup de manifestations. Donc dans 14 jours, tout doit être prêt. Depuis un siècle, cette salle n'avait jamais été remise en état. La rénovation de sa décoration a nécessité la pose de 80 000 feuilles d'or uniquement pour le plafond. Dernier chantier, lui aussi en finition, l'Ermitage, l'autre palace de Monaco. Le directeur de l'hôtel est particulièrement fier de l'un des tout nouveaux appartements de 180 mètres carrés. Bien. On a enlevé les deux petits meubles là qui étaient à l'entrée. Ça c'est fait. Il va aller mieux, oui. Elle n'est pas trop haute cette table? Non. Non, puisqu'on elle devait servir aussi pour si des personnes veulent un peu prendre un plateau. Alors ça c'est... Non, on l'a laissé blanc, hein, le fond finalement. Bon, mais ça sort bien. Cuir. Il n'y a plus de plastique. C'est nouveau ça, hein? Oui. Bon, c'est ce qu'il faut. Il faut dans toutes ces salles de bain, de suite, il faut des tapis de bain confortables, moelleux, etc. Alors donc ça c'est le linge qui est siglé. Très bien. Bien sorti, en blanc classique. Tout à fait. Tout assorti, bien sûr. Toutes les serviettes. C'est nécessaire une télé dans la salle de bain? Ah, écoutez, ça fait partie des... C'est indispensable. C'est indispensable. Surtout quand la personne est dans la baignoire ou le matin, quand elle veut suivre les informations, tout en se préparant. Donc c'est devenu un élément indispensable dans les hôtels maintenant.
Il y a un mois ici, l'électricité était à peine installée. Alors, pour terminer dans les délais, il a fallu doubler les équipes. Le pari est réussi. Une fois que ce sera bien lancé, bien connu, c'est 10 points d'occupation de plus pour l'ensemble de l'hôtel. Ça veut dire 15 à 20% de plus, certainement au niveau du chiffre d'affaires, régulièrement, avec le chiffre d'affaires induit, restauration et autres utilisations des termes marins, par exemple. Donc pour moi, c'est un investissement qui, en plus, génère du chiffre d'affaires supplémentaire pour l'ensemble du groupe. Pour cet été, les 46 nouvelles chambres sont déjà louées. Après 3 jours de croisière à bord du Steamship Sudan, Daniel et Herbert poursuivent leur voyage à travers le temps, toujours sur les traces d'Agatha Christie. Prochaine étape, le Hall Cataract, un palace colonial où la romancière a séjourné fréquemment. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci, merci. À l'époque, le vapeur terminait sa croisière au pied de l'hôtel. Aujourd'hui, il faut à Daniel et à Herbert encore 30 minutes en petit bateau avant d'y accoster. À la fin du 19e siècle, l'Égypte et en particulier Assouan est une destination tellement prisée par l'élite européenne qu'en 1899, on construit ce palace. La vue est belle. Oui, c'est magnifique. Contrairement à Agatha Christie, qui à l'époque séjourne ici plusieurs semaines, les époux Hickman ne restent que quelques heures. Leur emploi du temps est minuté. Demain, ils doivent être de retour à Paris. C'est Marie-Didier Ravassar qui les accueille. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donc bienvenue. Bienvenue à Assouan, bienvenue au Cataract. Habituellement, il est chargé de recevoir les chefs d'État, les ministres ou encore les têtes couronnées. J'ai eu l'occasion d'admirer. J'espère que vous allez faire de belles images. Oh ben oui. Le matériel le permet. Par quoi souhaitez-vous commencer? What do you want to start with? Oui, avec les suites peut-être. Peut-être les suites. Ouais. Nous avons les clés des suites? Oui monsieur, il va chercher monsieur. Vous voyez, on passe dans ces vieux couloirs. Il faut savoir qu'à une époque, cet hôtel était chauffé au charbon. Oui. Et que dans la publicité qui est parue dans la Gazette d'Égypte de 1900, oui, on annonçait qu'il y avait un nouvel hôtel au bord du Nil qui jouissait de tout le confort, notamment l'électricité dans certaines chambres, mais le chauffage au charbon dans les couloirs. C'est un immense progrès au début de ce siècle. Si vous voulez bien vous donner la peine. Dans le palace, même les ascenseurs n'ont pas changé depuis un siècle. Mais ça ne peut être que le nôtre. Alors je pense que je vais tout de suite vous présenter la suite la plus connue, peut-être pas la plus légendaire, mais la plus connue actuellement de l'hôtel, puisque l'ancien président Mitterrand nous a fait l'honneur d'y venir 5 fois de suite. Aïtham, si vous pouvez faire ouvrir toutes les portes et tous les balcons. Et François Mitterrand n'est pas le seul à être tombé amoureux de ce vieux palace au bord du Nil. Après lui, la reine d'Espagne, Lady Di, mais aussi les princesses de Monaco ont séjourné dans cette suite. Vrai palace, hein? Si vous voulez, madame. Vous l'avez vu. Et là, vous êtes sur la raison de la visite à Assouan, qui est cette cité d'Éléphantine. Éléphantine est la seule ville qui était retrouvée en Égypte dans son état d'authenticité. Et si vous voulez, sur ce rocher que vous apercevez là-bas, à côté de cette petite felouque, je ne sais pas si vous voyez sur la tranche, il y a des cartouches. Nous sommes en fait ici à la barrière qui limite à droite l'Égypte, et donc dans un certain esprit pharaonique la civilisation, et puis ici à gauche les sources du Nil et l'Afrique avec une vision plus sauvage du monde. Au-dessus là-haut, c'est le mausolée de l'Aga Khan. Au fond, vous apercevez le monastère de Saint-Siméon, qui est un des premiers monastères de l'époque chrétienne. Pressé, Herbert ne termine pas la visite. Il a un livre de photos à terminer, alors il va consacrer la prochaine heure à détailler le hall et la terrasse. Les 2 lieux les plus représentatifs de l'hôtel. C'est inspiré de la mosquée de Cordoue.
C'est un mélange étrange d'avoir un hall d'entrée orientale et des chambres meublées à l'anglaise. Mais ça marche. C'est vraiment un luxe très colonial. De grands espaces, beaucoup de terrasses, un personnel pléthorique, habillé avec de jolis boutons dorés qui brillent. Prendre le thé, c'est vraiment le luxe d'un hôtel colonial. C'est comme à l'époque. Fidèle à son habitude, Daniel poursuit sa visite en quête d'informations qui seront utiles à la rédaction du livre de son mari. Et évidemment, elle veut tout savoir de la chambre qu'a occupée Agatha Christie. Agatha Christie a une importance fondamentale dans les légendes égyptiennes et les légendes du cataracte. Je vous en prie. Merci. C'est une sorte de grand appartement de dame qui peut venir ici, profiter d'un immense espace et d'un coin pour se reposer. Quand elle se repose et qu'elle a son petit carnet de notes à la main, elle n'a pas besoin de se déplacer pour admirer le célèbre coucher de soleil et enrichir son œuvre romanesque. Les guides touristiques sont formels, c'est dans cette suite qu'Agatha Christie a écrit Mort sur le Nil. Marie-Didier Ravassar, lui, est plus nuancé. Il faut vivre avec les légendes. Vous savez, cette légende est jolie et belle, et certainement, elle est vraie. Il n'y avait pas d'autre endroit pour elle où aller. Et nous, ici, amoureux du hall cataracte, qui gardons cette mémoire et cet héritage, on est absolument certain que c'est ici que ça a eu lieu. Guide occasionnel, Marie-Didier Ravassar n'en oublie pas moins ses fonctions de directeur. Et ce soir, le programme est particulièrement chargé. Le restaurant de l'hôtel accueille un dîner organisé par le gouverneur de la région. Lors de la construction de cet hôtel, il n'y avait pas de restaurant. Les gens avaient l'habitude de voyager avec leurs femmes de chambre, leurs cuisiniers, etc. La nécessité d'un restaurant a été réelle. Donc, en 1902, a été ouvert en très grande pompe ce restaurant qui a une architecture tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui encore, chaque détail compte. Le prestige du restaurant est à ce prix. On a le gouverneur qui vient. Faites très attention. Vous voyez, il nous manque une ampoule dans la lampe à huile. C'est joli ces lampes. Vous savez, ce sont d'anciennes lampes à huile, telles qu'on en trouvait notamment dans les mosquées, dans les palais. On remplissait l'huile à l'intérieur de ces godets. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ce sont des ampoules, mais il faut que toutes les ampoules soient là. Tous les grands de ce monde ont dîné dans cette salle. Le 12 décembre 1902, quand a été inauguré ce restaurant, il y avait un fils de la reine Victoria, un représentant du tsar, un représentant des Habsbourg, un représentant des Hohenzollern et un représentant du président de la République française. Alors juste en face de nous, vous voyez, là-haut, il y a ces loges où les musiciens prennent place. À la haute époque, bien sûr, il y avait des orchestres. On a d'abord dansé la valse, puis après on a dansé un peu plus tard le charleston, et puis on a terminé par le jazz. Ça va être bien. Ça va être bien comme depuis 102 ans. Rite immuable au hall cataracte, une demi-heure avant le coucher du soleil, les clients se retrouvent sur la terrasse pour un spectacle grandiose. L'union du soleil et du Nil. Avant de repartir à Paris, Herbert et Daniel, eux aussi, sacrifient à la tradition. Très bien, Herbert, voilà ici, une cérémonie quotidienne. Le monde entier veut venir prendre le thé sur la terrasse du cataracte. Donc les gens s'installent, commandent du thé et assistent au coucher de soleil. Depuis la construction de l'hôtel, les arbres ont poussé. Et donc, je vais vous emmener dans un endroit où on voit un bien plus joli coucher de soleil et un tout petit peu plus privé et un tout petit peu plus exclusif. Ah oui, si vous voulez bien me suivre. Allez, venez. Privilège des hôtes de marque, Marie-Didier Ravassar les emmène dans un endroit particulier. Une terrasse construite à l'époque exclusivement pour que le roi Fouad puisse tranquillement observer le spectacle. Un point de vue exceptionnel sur le Nil et sur les îles éléphantines. La grande question qu'on s'est posée en Égypte pendant toute l'ère pharaonique, est-ce que le soleil reviendra demain matin? Ce soleil disparaissant d'un côté et étant supposé réapparaître le lendemain, il fallait qu'il échappe à différents périls. Un de ceux-là était un serpent qui s'appelait Apophis et qui était supposé tenter de manger le soleil.
Mais là, si vous voulez, on va le laisser disparaître en espérant qu'il puisse réapparaître demain matin.